Avertissement. Cette émission n'est pas une consultation, mais un forum de discussion et de témoignage. Société, débat, relations, famille. Mayou à l'écoute. Retrouvons Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Bonjour tout le monde. Bonjour Pierre. Madame Janine. Monsieur Pierre. Bon vendredi. Vous aussi, puis à nos auditeurs, auditrices, aujourd'hui, j'espère qu'on va avoir une aussi bonne émission qu'hier. J'avoue qu'hier, je suis partie survoltée. Ben voyons. Oui, c'est allé dans... j'ai trouvé que les gens qui avaient téléphoné étaient allés à fond dans... En tout cas, il n'y avait pas de frime là. Ah oui? Ah oui, moi j'ai été touchée hier. L'authenticité des témoignages. Oui, pas de jeu, pas rien. Ah ouais. En tout cas, c'est ce que je ressentais. Je sais Ça pas existe. vous, là. Oh, ah oui, mais... je sais pas. C'est vrai que c'est des perceptions. C'est une perception, là. C'est une réaction. C'est ça. C'est pas une perception, c'est une réaction. Alors, tu as réagi d'une certaine façon. Oui. Tu as ressenti quelque chose qui t'appartient. Puis je parlais de fierté, tu sais, j'étais fière de nos auditeurs, auditrices. Je me dis, on fait du chemin. Puis il me semble qu'on avance dans dans la profondeur. La fierté, c'est je me dis, on fait pas l'émission. Hein, comment vous dites? C'est une valeur humaine athée, ça, la fierté. Il n'y a aucune religion qui prône ça, la fierté. Alors, le respect des autres, la fierté, c'est la deuxième valeur athée qui, à mes yeux, est capitale, primordiale. Mais j'étais fière des autres. Oui. Comprenez-vous? Oui, fière des autres, fière de leur limpidité. Ben oui, il n'y a aucune religion qui prône ça. Fier de Dieu, fier d'appartenir au troupeau, mais pas fier des autres. Ah, enfin. Tu vois? Oui. Ah, l'athéisme a sa place, comme la laïcité. J'ai hâte qu'on en parle, de l'importance de la laïcité dans notre pays. Et ça peut soulever des émotions profondes aussi. Ça va soulever des émotions profondes, positives. Mais je continue à réitérer qu'il est urgent que le Canada se dote d'une loi affirmant la laïcité de tous les espaces publics. Écoles, hôpitaux, toute la fonction publique, paragouvernementale, tous les espaces publics. Ça pourrait simplifier certains contacts humains. Et que ça plaise ou pas, sans en faire une religion, la France l'a imposé en 1789. C'est le seul pays au monde qui a fait ça. Oh, je pense que excusez-moi. Oui. Excusez-moi. Il y a un deuxième pays qui a affirmé la laïcité de l'espace public, mais ils ont beaucoup de troubles. Quel est ce deuxième pays? C'est la Turquie, Pierre. Merci, madame. C'est ça. La Turquie. Oui. La Turquie, alors il y a 2 pays dans le monde qui ont déclaré, sous forme de loi, la laïcité de l'espace public. Oui. Et l'Angleterre n'aura pas le choix. Le Canada va devoir suivre, l'Espagne aussi. Alors on va devoir, mais sans et les États-Unis, à un moment donné, même les États-Unis vont devoir se doter d'une loi affirmant la laïcité de tous les espaces publics. Ce qui n'empêche pas l'individu de pratiquer la religion qu'il veut. C'est ça, dans sa sphère privée. Puis il y a beaucoup qui le disent. Et de toute allégeance. Tes croyances personnelles, ça te regarde. Ton folklore, ça te regarde. Tu le pratiques à ta façon, c'est pas de mes affaires, mais s'il vous plaît, ne viens pas m'incommoder avec ton folklore dans l'espace public, surtout si tu veux me l'imposer. Janine, c'est un manque de respect élémentaire. En tout cas, on n'a pas fini de parler de ça. On va en parler encore beaucoup. Ça pourrait être si simple. Donc, Tribune Libre aujourd'hui, Pierre. S'il vous plaît, qu'on ne me taxe pas d'être un intégriste de la laïcité, ce que je ne suis pas. Je suis convaincu qu'il est urgent de se doter d'une loi affirmant la laïcité de notre pays. Alors, ceci étant dit, Pierre, on va à la tribune téléphonique. On est parti là-dedans. On est parti de la fierté. J'étais fière des autres, des gens qui nous ont appelés. On est parti de ça. Pong. Ouais. OK? Là, c'est du ping-pong que nous avons fait, Janine et moi. Il n'y avait rien de convenu. C'est vendredi, c'est bar ouvert. TGIF. Oui. Tu sais qu'est-ce que c'est, TGIF? C'est une expression anglaise. TGIF. Ce qui veut dire bar ouvert. Non, ce qui veut dire Thank God it's Friday. Ça n'a rien à voir avec bar ouvert. C'est pas dans l'armée, dans les forces armées canadiennes. Alors le TGIF, c'est Thank God it's Friday. C'est le vendredi après-midi, on relaxe, puis ensuite on se ramasse là dans les messes des officiers ou des choses. Puis on prend un petit. Vous avez bien dit Thanks God, Pierre?
Thanks God? Thanks God. Thanks God? It's OK, Friday. c'est correct. C'est juste ça. C'est vieux comme la lune comme expression. TGIF. Alors, c'est un acronyme, c'est-à-dire les premières lettres de 4 mots. Ça veut dire merci Dieu. Ben oui, je le sais. Je le sais très bien. Mais c'est une expression maintenant consacrée. Alors, un TGIF, c'est une fin de vendredi après-midi. OK. Bon, OK. En français, c'est-tu l'équivalent? C'est un 5 à 7. Si vous voulez. Un 5 à 7 du vendredi après-midi, puis TGIF pour les anglophones. Alors, Et là, ça va être un 13 à 16, le Pierre. C'est pas une religion, ça. C'est un exemple de folklore. C'est une tradition. Dans les forces armées, le TGIF, c'est le 5 à 7 après le travail. Ou le 4 à 7, ou le 4 à 10. Alors là, on s'attaque au 13 à 16. C'est beau? Yes! Bon, alors 790-0224, 1-800-667-5241. C'est notre tribune libre du vendredi, donc toutes vos préoccupations. C'est pas des commentaires, je le répète souvent, parce que c'est ça qui fait la force de la tribune. C'est que les gens vont le plus loin qu'ils peuvent dans un problème, dans leur intimité. Et par l'anonymat de la tribune, on arrive à apprendre des choses. Pierre, oui? Vous savez, vous enseignez, vous en parlez régulièrement, se centrer sur soi. Janine, oui. Janine, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Oui. Tu m'as dit que j'enseigne. Oui, je vous ai dit ça. Ben oui, vous l'enseignez. Parce que, oui, et j'ai donné beaucoup de conférences dans les années 90 avant de faire la présente tribune. Alors, j'ai été invité à de nombreuses reprises à prononcer des conférences dans notre pays, pas juste dans le Québec, jusqu'en Saskatchewan, Toronto, Nouvelle-Écosse, OK? Alors, et oui, c'est une chose, une des cordes à mon arc, c'est que je suis un sacré bon conférencier. Ça, j'en doute pas. Oui? Ça, j'en doute pas. Et j'en ai donné à quelques occasions jusqu'à temps que je sois littéralement harcelé par les procédures. Mais je donnais, et à gros prix, pour tu sais, on parle de 3 à 5 000 $ par conférence. C'est quand même pas pire pour un petit individu de mon acabit. Des gens qui étaient intéressés par vos propos. Des compagnies. Oui. Grosses entreprises, quelques grosses entreprises de Montréal, compagnies pharmaceutiques, etc. Vous pourriez peut-être être invité par le corps de police, Pierre, parce que le lien que je voulais faire, se centrer, vous nous enseignez depuis longtemps, de nombreuses années, à se centrer sur soi. OK? Tu peux pas faire une introspection si tu vas pas regarder ce qui se passe en toi, si tu n'en es pas conscient. On est d'accord? Je sais pas vos mots textuels, mais c'est ça que je comprends. Juste une petite parenthèse. La raison pour laquelle je suis resté accroché sur ton expression, c'est que je n'ai pas le droit de pratiquer la médecine, parce que je suis radié, mais je peux enseigner. Ben oui. Alors, Là, tu viens de me faire penser à quelque chose. Je réfléchis à voix haute, Janine. OK? Oui. J'ai un côté, je suis un pédagogue. Et si je devenais un pédagogue de la psychologie humaine? Ce serait intéressant. Un pédagogue du comportement humain. Qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est pas un peu ce que vous faites depuis 12 ans, Pierre? Non, mais je me trouve un titre qui n'est pas médical. Parce que je peux plus, je serais dit... Pédagogue, mais oui, pédagogue du comportement humain. Ouais. De la psychologie... pédagogue du psychisme humain. Moi, je suis preneur. Je trouve que ça aurait bien de l'allure. C'est vrai. Faut pas que ce soit faux non plus. Il faut que ce soit vrai. Oui. OK, je t'écoute. Alors, pédagogue, oui. Pierre. Tu m'as aidé à trouver, parce que quand je vais me représenter, je vais prétendre être un pédagogue du psychisme humain. Du comportement humain et psychisme. Oui. Ouais, parce que c'était encore plus le psychisme et les comportements. Parce qu'il y a un policier. Oui. Il y a un policier qui est honoré, puis je me suis dit, bon sang. Tu l'as lu? OK, ben oui. Oh. Il a fait en sorte qu'une petite fille de 7 ans soit soustraite à un agresseur sexuel qui l'aurait tué. Je pensais jamais que t'allais arriver avec cette histoire. C'est pas sérieux. Oh, tu me touches. Mais lui, ça m'a touché ce qu'il dit. Il dit, je me suis fié à mon intuition. Quelqu'un qui se fie à son intuition. Son flair. Il a utilisé le mot flair. Parce qu'intuition, c'est féminine. Bon, mais ça a été parlé ici. On parlait d'intuition dans l'article. Oui, de flair. Ils ont passé, ça s'est passé, une petite fille de 7 ans qui est enlevée. Les parents appellent la police. Ils vivent dans une maison-appartement. Les policiers, premier réflexe, font le tour de la maison-appartement au grand complet, cognent à la porte de tous les locataires. Et ce policier-là, quand ils ont frappé une porte, il a observé le comportement d'un des locataires, puis il dit, il y a quelque chose qui, tu sais, il dit son flair, mais il y a quelque chose qui disait, il n'y a pas des comportements normaux. Ça en est resté là, il y avait pas plus de preuves. Attends un petit peu. Et c'était quoi le comportement que Gilles Rivard a eu
et que les autres, qu'aucun autre locataire du building n'a eu. Ben, c'est comme si ça le concernait pas. Il était comme détaché. Moi, c'est ce que je vous dis ça de mémoire, là. Comme détaché des événements. Tout le monde dit, pouvez-vous nous aider? Les gens avaient l'air d'être très impliqués, très empathiques. Et les autres posaient des questions. Oui. Ben, voyons, qu'est-ce qui est arrivé? Et lui posait, c'est ça. Et lui, il n'a rien demandé. Voilà. Alors lui dit, il fitait pas, c'est les termes qu'il utilise. Exact. Ce locataire. Alors quand il y a eu une deuxième vague de policiers qui ont refait l'exercice, lui leur a dit, allez là, allez frapper à cette porte-là. Et ils ont trouvé, ils ont insisté sur le flair de ce policier-là. Ils ont forcé la porte d'une certaine façon, il a accepté d'ouvrir, là, puis ils ont trouvé la petite fille. Elle serait morte. Attends un peu. Ils ont trouvé la petite fille. Elle était ligotée, elle était bâillonnée, elle avait eu des coups de marteau, elle avait été violée et agressée sévèrement par cet homme-là. Il a avoué qu'il était sur le point de la découper en morceaux pour l'acheter au vidange. Oui. Voilà. Alors je me dis, c'est important de se centrer sur soi-même des fois, d'être attentif à ce qu'on ressent. Ça peut sauver non seulement notre vie, mais celle des autres. Parce que c'est venu me chercher sous cet angle-là. Puis il est très humble. Tu le vois, un bon monsieur, là. Qui a affirmé aussi, le flair d'un policier, ça ne s'apprend pas à l'école. Tu l'as ou tu l'as pas. Oui. Alors si tu habitues tes enfants à écouter ce qui se passe en eux, peut-être qu'ils iront plus loin que ce que leurs études leur apportent. Ça se peut-tu? L'humilité, c'est connaître, c'est pas se traîner à quatre pattes devant quelqu'un, l'humilité. Connaître ses forces, ses faiblesses, ses limites, ses intérêts, ses aptitudes. Oui. Ce policier-là s'est fié à quelque chose qu'il avait détecté en lui. J'ai du flair. Mon flair, je suis comme un chien pisteur. Mm-hmm. Mon flair me dit que ce gars-là, il est pas comme les autres. Pourquoi qu'il est pas comme les autres? Tu comprends? Alors lui, il sait qu'il a du flair. J'ai du flair. J'ai repéré quelque chose. Il faut que ce soit vérifié. Hey les gars, lui là, à tel numéro d'appartement, il est pas comme personne d'autre des autres locataires. Oui. Allez là. Mais cet homme-là, il a sauvé la vie. Il n'y a pas probablement. Il a indéniablement sauvé la vie d'une petite fille de 7 ans qui aurait été taillée en morceaux, qui avait déjà reçu des coups de marteau. Oui, mais le probablement, c'est qu'il a probablement été élevé, Pierre, dans une famille où on permettait aux enfants d'être ce qu'ils sont. Est-ce que peux-tu, ça? Attends un peu, toi, là. Hey, attends un peu. Bon, reprends-nous ça. Hey, après-midi, là, il faut que je t'écoute. Wow! Madame Ross est en feu. Reprends-moi ça. Il a probablement été élevé dans une famille où on lui a permis d'être ce qu'il était comme enfant. Où on lui a permis d'être ce qu'il était comme enfant. Puis là, je vais être obligé de me couper moi-même, Pierre, parce qu'on passe aux informations. OK? 790-0224, 1-800-667-5241. Century 21. Alors, on plonge tout de suite dans la tribune libre. On va tout de suite à Maria. Bonjour, Maria. Oui, bonjour. Bonjour, Maria. Oui. Moi, ce serait pour savoir, s'il vous plaît, une personne qui apprend un antidépresseur à longtemps, mettons, je sais pas, 20-25 ans. Est-ce qu'on est plus à risque de faire l'Alzheimer? Vous n'avez pas vu d'études là-dessus, Pierre? As-tu eu des choses? J'ai jamais rien lu là-dessus. Non. Mais vous, votre opinion à vous? Je n'ai jamais rien lu là-dessus. Donc, vous n'avez pas d'opinion si on est plus à risque? Je n'ai jamais rien lu là-dessus. Est-ce que Maria... De toutes mes lectures. Ouais. Bon, puis sur certains sites, Pierre, si Maria faisait une recherche sur Internet, elle pourrait faire des fouilles, peut-être? Non, c'est pas la façon de procéder. Pour savoir, tu demandes... Je n'ai jamais rien lu là-dessus. Que tu peux demander au pharmacien à ce moment-là? Ah, ben écoute, ça pourrait être une source. Vous pouvez toujours demander au vendeur de pilules. Le vendeur de pilules, peut-être qu'il y a de l'information particulière là-dessus. Ça, oui, c'est peut-être une bonne place à poser la question. Ah oui? Ben oui. Ah ben je pensais que vous auriez une petite idée là-dessus. Ben non, chère Maria. Je vous dis. Et je vous répète que j'ai jamais rien lu. J'ai compris que vous avez jamais lu là-dessus, mais attendu que vous connaissez ces médicaments-là, ça fait partie... Ben là, je me suis posé les connaître. J'ai été radié, Maria.
Alors, je ne suis plus supposé connaître ce que je connaissais. Oh, mais là, parce que vous pouvez pas répondre. Non, C'est non, non, ça, elle peut pas je répondre. ne peux pas répondre. Je vais être accusé de pratique illégale de la médecine. Mais je vous demandais juste votre opinion. Ben oui, non, mais j'ai pas le droit de donner mon opinion parce que là, ils vont prétendre, Mario Deschênes va prétendre que je suis en train de pratiquer la médecine, que c'est une opinion médicale. Comprenez-vous? Oh, mais donc, Mais vous le savez, mais vous pouvez pas donner votre opinion. C'est ça, sur des points, ouais, sur des points, là, je ne peux plus parce que je suis radié. Je ne suis plus docteur. Je voulais tellement... Et Mario prétend qu'en ondes, je pratique la médecine. Alors, si je dis quelque chose de médical, pour lui, je suis en train de pratiquer la médecine. Et là, ils vont me coller une accusation, selon le code pénal, que je pratique illégalement la médecine. Alors, Maria, on va changer notre fusil d'épaule, puis on va vous demander comment ça se fait que vous prenez depuis des années des antidépresseurs. On pourrait demander ça, Pierre? Ah, il n'y a pas de problème là. Est-ce que le problème de fond est identifié? Ou bien, d'où vous vient le souci? Pourquoi poser... c'est quoi le souci derrière ça? Ben, c'est le souci, justement, parce que j'apprends, et puis je me suis toujours posé la question, et que je voulais toujours appeler. J'ai dit, je vais demander la question. Et avez-vous posé la question que vous nous posez, l'avez-vous déjà posée au médecin prescripteur, c'est-à-dire au médecin qui vous prescrit le produit? Ben, disons, pas tout à fait, parce que je me dis, ben, il connaît ça, mais pas vraiment comme un psychiatre. Et que moi, je trouve ça dommage que vous pouvez pas, vous aideriez tellement de monde. Ben, c'est ce que je prétends et tout. Là-dessus, on va être d'accord. Je veux dire que les personnes, on est confus. Puis là... Mais Maria, c'est parce que Mario Deschênes a prétendu que j'étais dangereux pour la sécurité du public. Que la sécurité du public exigeait. Puis il y a tellement de médecins qui sont vraiment dangereux, puis que les autres, ils pratiquent. Non, Maria, vous êtes mauvaise langue, c'est pas vrai ce que vous dites. Pour ne pas aggraver les choses, vous savez, Maria, l'hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe a seulement tué 16 personnes avec un microbe cultivé dans l'hôpital. Ils sont corrects, les autres. Alors, Verdun, ce matin, 23 cas d'infection aussi difficiles à l'hôpital de Verdun ce matin. Saint-Jérôme, la semaine dernière, c'était 30 cas infectés, sinon 40. L'hôpital de Saint-Jérôme, l'hôpital de Joliette, combien de cas infectés avec des microbes cultivés dans l'hôpital? Oui. Excusez, je vous interromps. Allez-y, je vais donner juste mon opinion. Oui. Mais est-ce qu'il sait, lui, que pour avoir un rendez-vous avec un psychiatre ou quelque chose, les mois, que ça prend aussi tout ça, que la personne, si elle parlerait à vous, là, puis faire le radio à tous les jours, là, sur des médicaments, combien de monde qui... vous pourriez aider, là. Alors vous, Maria, cet après-midi, vous prétendez que j'aurais un effet multiplicateur. Au lieu de le dire, de donner mon opinion à une personne dans mon bureau, vous prétendez qu'un psychiatre qui est à la radio a un effet multiplicateur, c'est-dire il s'adresse à... Vous aideriez beaucoup de monde. Il s'adresse, en s'adressant sur tout le Québec, facilement 150 000 personnes d'un coup sec? Oui. Oh, ça a un effet multiplicateur, gardez donc ça. Mais il n'y a rien qui vous empêche de prendre un petit morceau de papier puis d'envoyer ça à Mario Deschênes au Collège des médecins, ce que vous venez de dire. Et puis comprenez-vous? Même faire des émissions, surtout sur certaines choses. Beaucoup sur les maladies, parce qu'on oui, puis vous pourriez mettre en bas le copie conforme au grand Yves Lamontagne, président du Collège des médecins, pour dire, écoutez, un médecin qui s'adresse au public, ça a un effet multiplicateur par rapport à son intervention individuelle dans son bureau. On appelle ça de l'information. Oui, parce que moi, je vous écoute souvent. Et de la pédagogie, de l'enseignement. Janine, elle nous a... mais ça, vous pourriez faire ça, là. Pédagogie, là, je suis d'accord avec vous, là. Oui. Pierre, vous allez vous mettre à pédaler. Oui. Bon. Maria, merci beaucoup de votre appel. Bye, Maria. C'est bien dommage. Ça aurait été... C'est bon de le dire. De cette façon-là, je pense que ça se dit bien. Ça aurait été bien de lui donner un petit coup de pouce. Est-ce qu'on a le temps de l'amorcer? Non, on va faire la pause tout de suite et puis on va revenir à la tribune libre. Oui. Tribune libre des petits problèmes qui vous dérangent ou des gros problèmes qui vous dérangent. Vous avez des solutions qui ne sont pas évidentes. Vous avez peut-être besoin de confronter vos idées. C'est l'endroit pour le faire. De votre expérience intime. 790-0224, 1-800-667-5241. OK, et on va tout de suite à Marie-Ève. Bonjour, Marie-Ève. Bonjour. Oui, bonjour, Marie-Ève. Je vous écoute assez souvent. J'ai déjà appelé aussi. J'aime bien vos conseils. Je suis pas toujours d'accord, mais moi, je porte le chapeau quand il me fait. Ah!
Alors, je vous appelle un peu par rapport au sujet d'hier. Oui. Qui était par rapport au mensonge. Oui. J'ai écouté l'émission comme par segment. Je ne sais pas si vous en aviez vraiment parlé. Vous disiez souvent lors de l'émission d'hier que les parents mentaient beaucoup à leurs enfants. Ben oui. Beaucoup de parents, pas tout le monde, mais beaucoup de parents ont comme marque de commerce de mentir à tour de bras aux enfants, leur racontent des histoires à dormir debout. Ça commence par le petit Jésus, le Père Noël, la Fée des Étoiles, et ça n'a plus de fin. Bon, ben, moi, la mort, le ciel, monsieur, puis les anges, puis... Hey, ça n'a pas de fin. C'est tous des maudits mensonges, tout ça. Arrêtons quelque part. Ouais. Mais par contre, Pierre, à la fin de l'émission, hier, vous avez dit qu'il y avait des mensonges qui pouvaient parfois cacher certains dossiers ou certains aspects d'un dossier qui n'étaient pas, faciles à digérer là, pour un enfant. La vertu mur à mur, c'est rare que ça s'applique. C'est ça. Bon, ben, voilà un peu le sujet de mon appel. C'est que ça arrive, c'est déjà arrivé que mon enfant reçoive un cadeau qu'elle aimait pas. Et c'était très clair. Allô, vous êtes là? Oui, j'écoute. Je suis en train de prendre des notes. Okay. Un cadeau qu'elle aimait pas, oui. Et c'était très clair que c'était pas de son goût. Oui. Et la personne lui demande, est-ce que tu aimes ça? Et ma fille répond, oui. Mais je le sais très bien que ma fille aime pas ça. Bon. Alors après, ça, c'est un maudit bel exemple de dressage, d'apprentissage culturel au mensonge. Exact. Et là, le lendemain, je parle à ma fille, puis je lui demande si elle avait vraiment aimé le cadeau. Elle me dit non. Je lui dis OK, puis t'as dit que t'as aimé ça, tu sais. Elle dit ben oui, tu sais, t'es un petit peu gênée de me dire que... Gênée d'avouer qu'elle avait menti. Qu'elle m'avait menti en pleine face, finalement. Mais moi, j'ai quand même pas été capable de la réprimander par rapport à ça, parce que je trouve que dans certaines situations, je pense que le mensonge, des fois, il a sa place. Comme dans cette situation-là. Mais oui. Non. Je regrette. C'est il aurait fallu qu'elle dise non. C'est l'apprentissage au mensonge. Okay. Et c'est à vous qu'elle avait menti? Non, c'est pas à moi. C'est pas à elle, c'est ça, c'est à une tante ou une amie? À moi, elle l'aurait dit sans problème. C'est non, ça. J'aime pas ça. C'est ça, c'est une autre personne, Pierre. C'est comme une tante. Et qui était l'autre personne? C'est une tante. Une tante. C'est ça. Votre sœur? C'est une tante. Okay. Votre sœur ou la sœur de votre conjoint? Ouais, non, mais c'était pas une tante. Mais mettons que c'était une tante, OK? Oh, c'est la grand-mère. Non, c'était pas la grand-mère non plus. C'était pas la grand-mère? Habituellement, là, OK. C'était pas loin de la grand-mère, c'est ça. Je suis sûr que le flair, je suis comme le policier, mais qui a trouvé la petite. Le flair, vous conviendrez d'une chose, j'en ai. Alors, ouais, je le sais, c'est quelqu'un. On est dans une société matriarcale, c'est une bonne femme à laquelle elle ne pouvait pas se manifester. C'est ça, parce que la petite avec quel âge? Elle a 5 ans. Bon. Bateau. L'autre l'aurait pris en grippe, Pierre. Elle aurait été hautement frustrée. Yes, elle n'aurait plus jamais eu de cadeau. C'est ça. On appelle ça du chantage, l'apprentissage au mensonge. Marie-Ève, l'exemple est tellement succulent, ça n'a même pas de bon sens. C'est pas évident, par exemple. Tu sais, est-ce qu'il aurait été préférable que ma fille dise à la personne, non, j'ai pas aimé ton cadeau? Mais non. Pardon? Mais non. Alors, est-ce qu'il aurait été me permettez-vous de me dissocier de vos attitudes, mesdames? Parce que, je répète, c'est le plus bel exemple d'apprentissage au mensonge. Vous êtes en train d'apprendre à votre fille à mentir effrontément. Est-ce que la petite fille n'est pas plus intelligente, Pierre, que l'adulte qui a donné le cadeau, qui n'aurait pas été capable de prendre un commentaire négatif? Non, j'aime pas ton cadeau. Peut-être que la petite fille avait une finesse psychologique plus développée que l'adulte. Et vous avez toutes les deux, oui. Vous êtes en train d'écraser la finesse psychologique de cet enfant de 5 ans. Quand je vous dis que les fillettes sont mal éduquées au Québec, vous en amenez un exemple percutant cet après-midi, Marie-Ève. C'est un exemple cuisant de très mauvaise éducation des fillettes au Québec. Mais l'habitude de mentir, l'apprentissage à l'hypocrisie. Oui. Mais la petite fille, elle lui a dit à sa mère qu'elle n'aimait pas son cadeau. Oui, elle l'a dit. Elle n'a pas menti à moi, là. C'était très clair, là. Non, je n'aime pas ça. Mais je pense qu'elle l'a fait par pure et simple politesse, mettons. Ou même, je dirais même pas par politesse, parce qu'à cet âge-là, je ne considère pas que c'est de la politesse, je dirais plus de la gêne. La gêne de dire à cette personne-là, non, ton cadeau, je l'aime vraiment pas. La personne était emballée de lui donner ça. Tu sais, regarde comme c'est beau.
Et ma fille, c'est comme, oui. La personne était emballée de lui donner le cadeau. Oui. La personne était une maudite niaiseuse. OK. Mais est-ce que ma fille a été niaiseuse à dire comme ça? Non, votre fille, la personne, la donneuse du cadeau, était une tarte qui n'avait même pas 5 ans d'âge émotionnel. OK. La petite fille, elle aurait tellement Votre déçu petite l'autre. fille de 5 ans est plus mature sur le plan émotionnel que la grande tarte, qui était emballée de lui donner un cadeau que l'enfant voulait pas. Exactement. Hein? On appelle ça, dans la définition, dans le langage de Maillot, il appelle ça une tarte. Ah ouais, Et des tartes comme ça, plein au Québec. Elle donnait pas la Plein. possibilité à la petite fille de s'exprimer, Pierre. C'était coupé, c'était mort dans l'œuf, là, tellement enthousiaste. Matriarcat, infantilisation, culture de l'immaturité, culture du mensonge et de l'hypocrisie. Marie-Ève, vous me faites plaisir après-midi, c'est même pas descriptible. Mais je suis contente de l'entendre. Mais là, est-ce qu'à l'avenir, je devrais comme expliquer à ma fille que mieux vaut dire la vérité et dire peu importe la personne qui offre un cadeau. Marie-Ève, n'allez jamais expliquer à votre enfant, n'allez jamais inviter votre enfant à adopter un comportement que vous-même ne pouvez adopter. OK. Ben, Vous avez quel âge? Vous avez quel âge, Marie-Ève? J'ai 28 ans. Avez-vous entendu le propos grandiloquent que je viens de tenir? Oui. il est-tu écœurant, celui-là? Non, c'est parce que si on fait clairement, le Pierre, ce que vous... Il est pas fin après-midi, Maillot, là, je vous préviens. Si Marie-Ève, devant cette personne-là... Oui. Marie-Ève reçoit un cadeau de la même personne qui a donné un cadeau à sa petite fille, Pierre. Oh, oui. Avec l'enthousiasme que vous avez décrit, Marie-Ève, est-ce que vous auriez été capable de lui dire que vous n'aimiez pas le cadeau? Mais c'est parce que c'est arrivé aussi. C'est arrivé, c'est sûr. Janine, comprends-tu le flair du policier, ce que c'est? Regarde, j'ai menti, j'ai dit, c'est bien, tu sais, mais sans plus, mais... Tu sais, regarde, ma fille, elle m'a vu faire, fait que c'est sûr qu'elle va répéter la même chose que moi. Marie-Ève, oui, vous êtes un baume pour le cœur. Mais, oui, c'est une bombe. Mais c'est parce que c'est difficile, parce que cette personne-là, à chaque fois qu'on la voit, elle nous bombarde de cadeaux qu'on veut pas. Marie-Ève, la culture imposée par les tartes au Québec, quand est-ce qu'on va mettre un frein à ça? Là est la question. La culture... Non, pas vous. La culture imposée par les tartes plus âgées. Oui. Quand est-ce qu'on va mettre un frein puis dire, on arrête l'autobus, on débarque de cet autobus-là, puis on embarque dans un autre autobus? Parce qu'une manière de plus recevoir de cadeaux qu'on désire pas, Marie-Ève, c'est peut-être le dire une fois. Je pense que ce serait fini après. Mais... Les cordons, le robinet de la générosité fermerait. Regardez, ça serait maman. Est-ce qu'il y a un héritage? Attendez un peu, Marie-Ève. Oui. Est-ce qu'il y a un héritage derrière? Est-ce que la personne, la tarte qui fait cadeau, est-ce qu'elle a de l'argent dont vous pourriez hériter éventuellement? Je pense pas. OK. Bon, s'il n'y a pas d'héritage, à la planche, Marie-Ève. OK? Pierre, c'est effrayant. Hey, Janine, ils ont raison de vouloir me sortir des ordres. Ah, filou et demi. Mais parce que ça aurait été une autre personne, je sais pas, ma mère, par exemple, je serais capable de dire. Mais je pense que ma mère est Marie-Ève, c'est assez. Vous savez, un steak de 8 onces, ça se mange pas dans une bouchée. Oui, correct? mais non, mais ce que je On s'en va réfléchir tranquillement, Marie-Ève. j'ai juste besoin d'une dernière Non, c'est assez, Marie-Ève. C'est gros, c'est énorme, la bouchée, là. OK? Oui. Puis chacun de notre côté, on va aller la digérer tranquillement. D'accord. OK? Bye. Au revoir. Au revoir, merci. C'est très gros ce qui vient de se passer en ondes. C'est énorme. Parce que là, on n'a pas effleuré, mais pas du tout, les motivations de cette personne-là à donner des cadeaux. Beaucoup, tout le temps des cadeaux. Un frein. Hein? On débarque d'un autobus, OK? Une vieille maudite autobus qui n'a pas d'allure. C'est fini. On pique les breaks, on débarque, puis on embarque dans un autre autobus. Disons que c'est un exemple assez... C'est un exemple qui a l'air simple, hein, en apparence. Hey, le bazou, là, ouais. C'est assez. Il est fini, l'autobus. Cet autobus-là, là, c'est un bazou, on va se casser la gueule avec ça. C'est une cambuse. Le mot est bon? Une cambuse. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-là. Mais ça vous accroche à ce point-là, Pierre? Ça vous accroche à ce point-là? Parce Janine, que... Oui. Un appel comme ça, oui. J'en ai le poil hérissé sur les bras. Je suis peut-être un peu émotif.
Ça se pourrait, vous avez le droit, n'est-ce pas? La subversion culturelle, Janine. La subversion culturelle. Janine, ce n'est pas sans raison que j'ai autant de chiens au derrière. Ils ont raison sur certains points. Et c'est exactement le téléphone de Marie-Ève qui est le plus bel exemple. On hésite entre authenticité, souvent, et comment adoucir, arrondir les coins. Par quoi tu as commencé, toi, aujourd'hui? Tu as été ému par un appel d'hier qui était authentique. Oui, puis il y en a eu plusieurs hier. Marie-Ève appelle. Mm-hmm. Hein? C'est la même chose, c'est ça. Je lui dis, non, Marie-Ève, vous avez 26 ans, une petite fille de 7 ans. La culture, on va débarquer de l'autobus du mensonge et de l'hypocrisie des tartes et on va rembarquer dans l'autobus de l'authenticité, de la sincérité, de la simplicité. Les choses vraies ayant une vraie saveur. Attache-moi, là. Non, trop loin, Pierre. Je ne peux pas vous attacher. Dis-moi de me faire. Non. Ben, on s'en va aux informations. Je redonne le numéro de téléphone 790-0224 1-800-667-5241. Tribune libre du vendredi pendant que nous attachons Pierre. Alors, tribune libre du vendredi, on va tout de suite à l'appel de Suzanne. Bonjour Suzanne. Bonjour. Oui, bonjour Suzanne. Alors, j'appelle pour donner des nouvelles suite à un conseil que vous m'avez donné. Allez-y. J'ai appelé en octobre parce que ma fille était pas capable d'avoir sa prescription par téléphone, puis la secrétaire qui avait décidé, puis qui avait un ton arrogant, il avait dit va à l'urgence, c'était pas content. Je me rappelle de cette soirée. Bon. Puis là, je vous avais appelé pour dire que j'avais appelé, vous m'aviez dit c'était une secrétaire, etc. Bon, bref, vous m'avez dit va sur place. Alors, je suis partie. J'ai téléphoné avant pour savoir c'était où et j'ai demandé si c'est effectivement une secrétaire. Vous aviez raison, ça en était une. Fait que là, j'étais bien craquée. Puis je me disais, la police va me sortir d'ici. Fait que j'étais allée là, mais quand même pas agressive, là, mais décidée. C'est ça. Oui. Puis là, personne ne savait c'était où le DSP. J'en revenais pas, j'étais au-delà du réel. Hein? Dans quel hôpital? Ouais. Donnez le nom de l'hôpital, il n'y a aucun problème. Quel hôpital, ça? Le CHU à Sherbrooke. Ben voyons, vous. Je te le dis. Et puis là, vous êtes dans l'hôpital et vous demandez où est le bureau du DSP? Non, c'est même pas dans l'hôpital. J'avais appelé puis il m'avait donné une adresse. Oui. Puis là, rendu là, il y avait une personne en arrière des vitres. Fait que j'ai dit, elle doit travailler ici, c'est comme rien. Puis j'ai dit, c'est où le DSP? Je sais pas. Là, j'étais comme, puis je venais de demander d'un autre bâtisse en face. Là, j'étais comme, fallait que je respire. Puis il y avait un gars qui réparait le photocopieur. J'ai quasiment demandé, en tout cas. Bref, elle me dit, va-t'en par là dans le couloir. Parfait. Là, la première porte qui était ouverte, il y avait 3 femmes. Là, en désespoir, j'ai le DSP. Ben, elle dit là, je sais pas, mais ils sont toutes en réunion. Là, elle a vu que j'étais au-delà du réel. Elle est allée, ça a pris 20 minutes. Finalement, j'ai parlé au chef du département de psychiatrie. Okay. Que j'ai vomi toute mon affaire, bien comme il faut. Mais toujours bien enflammée, mais pas agressive. Oui. Là, il me dit, parfait, je vais appeler ta pharmacie, tata. Alors, il a appelé la pharmacie pour une semaine. Pour une semaine. Okay. Oui, oui. Alors, là, j'ai dit, bon, la marde, envoie le médecin de famille qui est en vacances, mais là, qui est revenu, ça a fait toute une affaire. Lui, il a pas aimé ça, pas en tout, mais il a prolongé la prescription pour pas qu'elle soit... En tout cas... Elle aurait été non couverte, là. Elle avait besoin de sa médication. Oui, puis là, déjà, elle était fragile, tu sais. Oui. 2 mois plus tard, ce qui devait arriver, parce qu'il n'y a eu aucun suivi, j'avais demandé un suivi, quelque chose. Donnez-moi un diagnostic, n'importe quoi. Mais voyez là. Puis ça faisait 1 an, tu sais. Et 2 mois plus tard, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire l'ambulance, l'urgence. Pendant que les ambulanciers et la police étaient ici, j'ai appelé au DSP. Là, j'ai dit, merci beaucoup pour le suivi. Ma fille est à l'urgence présentement. Et quel âge a votre fille? 30 ans. OK. Fait que là, tout d'un coup, par exemple, il y a une infirmière qui m'a appelé. Là, il s'est passé quelque chose, regardons ça. Et là, ils ont dit, OK, on va en mettre dans un groupe. Puis pendant qu'elle rencontrait le psychiatre et sa résidente, moi, je lisais à l'envers. Puis il y avait une lettre qui était datée 2 jours après que je vous avais appelé. Regardons ça, toi. Puis là, qui disait, on devrait la mettre dans un groupe quelconque. Depuis ce temps-là, ils ont remis 3 fois le rendez-vous. Finalement, ça va aller cet été. Ça va aller cet été, mais elle a une médication.
Là, elle a une médication. Là, on a le médecin de famille, parce que ça n'existe pas ici, des psychiatres. Il l'a mis sur... il a changé, en tout cas. Il est en train de faire... Elle est à cheval là, sur un changement qui a l'air d'aller pas mal mieux. Et moi, je me bats depuis 1 an et demi avec ça et d'autres affaires. Parce que là, je voulais vous dire merci d'abord. Puis je me suis fait un plaisir malin à dire à tout le monde, puis j'ai une grande gueule, que seul le docteur Mailloux à radio m'a aidé. Parce que j'ai appelé Impôt Santé, j'ai appelé partout avant d'appeler chez vous autres. Comprends-tu? Oui. Puis là, je veux juste dire, parce que la madame qui a appelé avant, puis hier, j'écoutais ça, l'émission sur être vrai, puis tout ça, là, et le mensonge. Moi, pour moi, la plus grande supercherie de cette planète, premièrement, c'est la religion, deuxièmement, c'est la politique. Puis là, moi, quand j'ai su que vous avez été radié, je me suis dit, écoute bien, moi, ça fait des années que je dis, quand quelqu'un a des couilles puis se tient debout, il se fait couper les jambes. C'est pas compliqué. D'abord, vous posez la question, comment ça se fait qu'au Québec, on laisse les vieilles tartes continuer les erreurs? Ben, comment ça se fait qu'on laisse les gouvernements faire ce qu'ils font, puis nous autres, je veux m'exclure, mais qu'est-ce que tu veux, j'ai honte d'être québécoise, mais en tout cas, nous autres, on est là, puis on fait, ouais, vous nous fourrez, OK, ben hier, j'étais allé magasiner, puis c'était bien le fun. Le monde s'en fout, carrément. Puis la morale de tout ça, c'est qu'après 1 an de bataille, puis j'ai pas fini, c'est moi qui ai sur les antidépresseurs, présentement. Puis, j'ai dit, ben là, il fallait que je prenne quelque chose parce que là, je t'ai rendu. Je disais à tout le monde, vous êtes chanceux que j'ai pas la trempe d'un tueur. Parce que le petit gars de Dawson, je le comprends plus que jamais. Je comprends, tu sais, quand tu t'essayes tout, là, puis que c'est tout du pitchage de balles à gauche, à droite, puis qu'après ça, tu vois du monde qui se tiennent debout, qui disent des vraies affaires, enfin. Ben non, voyons donc, parce que ça leur met en pleine face la merde qu'ils veulent pas voir, qu'ils feraient peut-être s'ils étaient dans un drame ou dans quelque chose. Parce que vous parlez du petit gars de Dawson, il avait demandé, Pierre, je me souviens pas des délais, là, mais il avait déjà demandé de l'aide psychologique. Il était en détresse, il avait déjà été en détresse. C'est ça. Le psychiatre que j'ai rencontré, le chef du département, j'y ai dit, monsieur, si vous voulez, on va aller se mettre sur l'autoroute 55, ma fille puis moi, ça va prendre 5 minutes. Parce que présentement, c'est ce que je ressens. Puis ce que je ressens du Québec, c'est si t'as pas une scène, crève. C'est tout. C'est pas compliqué. J'ai été voir 2 députés. J'ai pas fini. J'ai une grande gueule, moi aussi, je viens du Koutimi. Qu'est-ce que tu veux? C'est une terre régionale. C'est une terre régionale. Oui, non. C'est la vigueur verbeuse et monnaie courante au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous avez tout à fait raison. C'est une marque de commerce de ce coin-là. Oui, vous avez raison. Une chance que j'ai ça, merde. Je ferais comme tout le monde, je pèserais les épaules. Parce qu'en décembre, j'ai tellement pleuré, puis là, à un moment donné, je me suis comme réveillée. Je me suis dit, voyons, toi, qu'est-ce que tu fais là? Toi qui es une batailleuse, une grand gueule. Ben, je me suis dit, s'ils sont pour nous mettre des bâtons dans les roues, je vais toujours bien regimber un peu. Oui. Le gros maringouin géant, c'est moi. Oui. Mais vraiment, là, je vais vous dire, puis tout le monde qui écoute, là, lâchez pas. Puis j'espère qu'il y en a qui vont avoir autant de couilles que vous, qui vont aller en politique, qui vont faire des changements. Qui vont s'occuper de tout le monde. On arrive à un changement, on verra. Hein? Suzanne, on va partir de notre culture éducative des tout-petits, si vous n'avez pas d'objection. Exactement. OK? Oui. Pour amorcer des changements? Oui. Les seuls changements vont l'avenir, les tout petits. C'est l'avenir, ça. Il faut fermer au plus vite les garderies de bébés de Pauline Marois. Oui, monsieur. Bye. Suzanne, bon courage, lâchez pas. Vous n'avez pas l'air décidé à lâcher de toute façon. Non, lâchez pas. Non. Tout l'espace. OK, alors on y va. On continue en tribune libre. Si vous avez des préoccupations, il y a des affaires qui vous dérangent, qui vous chicotent, c'est le vendredi. On n'a pas de thème coulé dans le béton comme les 4 autres jours. Alors 790-0224, 1-800-667-5241. Et on va tout de suite à Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Janine. Bonjour Maître Mailloux. Oui, bonjour Emmanuel. Moi je vous ai déjà téléphoné il y a déjà 1 an et demi peut-être de ça.
Oui. Parce que j'avais été dans un pensionnat, puis bon, en tout cas, vous avez fini par me dire que c'est une façon hypocrite de me placer, puis de me débarrasser de moi de la part de ma mère, là. Puis, c'est pas fin de dire ça à une auditrice. J'étais pas gentil avec vous. Aujourd'hui, je réalise que c'est ça, là, c'est pas mal vrai. Là, je viens de couper les ponts avec ma mère. Oui, mais il fallait pas le dire, Emmanuel. J'aurais jamais dû vous dire ça. Hey, c'est pas fin. Traiter votre mère, oser, là, moi, un simple mortel, oser traiter votre sainte mère d'hypocrite. Mais même si c'est vrai, ça se dit pas. J'aurais pas dû vous dire ça. Qu'est-ce que ça a changé à votre vie de vous faire dire ce que Pierre vous a dit? Ça m'a fait réaliser que c'est vrai, là, parce que, bon, ma mère, ça, c'est suite au divorce avec mon père. Elle a connu un musicien, elle est tombée dans la drogue. En tout cas, mettons que je dérangeais leur relation de nouveau mariés, tu sais. Puis, moi, j'étais le bébé de 5 enfants et tous les 4 plus vieux, là, ben, ils se sont comme fait enlever la clé de la maison. Fait qu'il restait juste moi. Fait que qu'est-ce qu'il restait à faire, c'était de me mettre au pensionnat. C'était assez clair, hein? Mais vous vouliez pas le voir? Est-ce que c'est ça? Ben, je le voyais pas comme ça parce que de toute façon, ça n'a pas été... j'ai eu des belles expériences là-bas, puis j'en parle encore à mes enfants aujourd'hui, là, que j'ai appris certaines choses, puis bon, en tout cas, là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis arrivée de Cuba hier, je suis partie en vacances avec mes 5 enfants, puis mon mari, puis on est arrivé hier, j'ai écouté mon répondeur, puis j'ai eu droit, en tout cas, à peut-être 12 messages là, d'une bonne femme pactée qui menace de me traîner en cause si je refuse de lui laisser voir ses petits-enfants. Que mon mari, c'est un trou de cul, alors que mon mari, ben, il a peinturé son appartement je sais pas combien de fois, qu'il l'a fait venir du Costa Rica parce qu'elle avait pas d'argent pour revenir du Costa Rica. Tant que mon mari, je m'excuse, regarde, tant que mon mari, il bourrait le cul, là, elle l'aimait, c'était son genre préféré. Il a vu son manège, puis bon, ma mère, c'est une bourgeoise qui vient chez nous, puis qui me méprise énormément. Elle est subtile dans sa façon de le faire, OK? Par exemple, moi, je faisais un entraînement de boxe avec mes enfants dans le village où on habite, à Saint-Césaire. Oui. Mais là, ce qu'elle trouvait à dire, ben, c'est tes enfants, qu'est-ce qu'ils vont, c'est violent, puis ils iront pas loin dans la vie avec ça. Puis elle disait devant les enfants que c'est pas un... Bon, en tout cas, c'est toujours, soit c'est juger ma décoration chez nous, la façon que je parle à mes enfants, bon... Et vous aviez coupé, vous avez dit que vous aviez coupé, donc ça fait quoi? Plusieurs mois, 1 an? Ça fait, non, pas tout à fait. C'est depuis le jour de l'an, en fait, c'est qu'elle était venue garder pendant nos vacances. On était partis, moi et mon mari, à l'extérieur pour passer des vacances. Elle a gardé mes enfants. Moi, j'avais dit à mes enfants que, regarde, si mamie est là, à part de faire le party pendant qu'on n'est pas là, gênez-vous pas pour dire, mamie, maman veut pas que t'invites du monde. Parce que par le passé, ben, ils ont fait de la coke chez nous pendant que mes enfants, moi, on consomme pas chez nous, nous autres. Puis j'ai trouvé ça assez dégueulasse que ma mère puis ses amis, puis qu'ils se fassent un party pendant que mes enfants dormaient dans la maison. Ça, c'est arrivé il y a une couple d'années. J'ai été longtemps sans y parler à cause de ça. Je suis revenue après parce que ma mère, bon, je me disais, ouais, mais c'est ma mère, elle a ses bons côtés aussi, puis nanana, elle a ses problèmes, tu sais. Mais là, à un moment donné, là, ce coup-là, ben, écoutez, là, ce qui est arrivé, c'est qu'elle s'est pactée, elle a appelé ma soeur, elle était prête à inviter tout le monde à faire un party chez nous, alors que nous autres, on est au Mexique. Ma fille de 14 ans, il a dit, mamie, tu sais que maman, elle veut pas. Fait que là, ça a été la guerre. Elle a mis mes enfants puis une tante. Elle nous a traité d'hypocrite. Elle a dit, ta mère, c'est une crise d'hypocrite. Elle n'a même pas été capable de me le dire elle-même. Aïe, aïe, c'est une adolescente, votre mère. Puis là, non, même pas. Adolescente, elle est en crise d'adolescence tout le temps. Non, elle n'est pas en crise d'adolescente, elle est cinglée, c'est pas pareil. Alors, là, Emmanuel, vos enfants ont entre quel âge et quel âge? Ça commence à 3 ans, ça va jusqu'à 14 ans. On est une famille reconstituée, on en a 2 chacun, puis 1 ensemble. OK. La dernière. OK. Conseil, Emmanuel? J'en ai besoin. Vous ne faites rien, vous attendez. J'attends. Elle a fait des menaces. Non, Emmanuel, pas un mot, laissez-la entreprendre ses procédures. Et vous verrez au fur et à mesure. OK. Et vous ferez simplement, si elle vous traîne devant les tribunaux, c'est que vous prenez un avocat et vous faites témoigner votre fille de 14 ans. C'est ça que j'ai pensé. Pas plus, mais ne prenez pas les devants. Attendez les procédures judiciaires. Elle n'aura peut-être pas le courage de le faire non plus. Hein? Emmanuel, attendez simplement, vous n'y pensez même plus. Dac? Là, fait que là, j'attends les procédures, je prends pas les devants. Des menaces d'individus de cette trempe.
OK? On n'en tient même pas compte. Fait qu'elle On rappelle. attend. Elle la rappelle pas, là. Elle lui téléphone pas. Rien. Correct, Emmanuel? Mm. On ignore... J'ai de la misère un petit peu à entendre. On dirait qu'il y a de l'écho. On ignore totalement tout ce qu'elle dit. OK. Et vous ne retournez même pas les appels. OK. D'accord? Moi, j'ai mes frères, j'ai mes soeurs avec moi. Oui. J'ai mon frère mon grand frère qui me dit, écoute, là, occupe-toi-en pas, elle est malade, elle a besoin d'aide. Parfait. Là, elle a vraiment un gros problème psychologique. Parfait. Alors, dites à votre frère qui croit qu'elle a un gros problème psychologique d'en prendre bien soin. Correct? Oui. Bye, Emmanuel. Merci beaucoup. Ça me fait Bye-bye. plaisir. C'est tellement Bye. simple comme suggestion. Ça devient un peu gênant. Ouais, mais quand t'es pris dedans, Pierre, tu le vois pas, hein. C'est-à-dire qu'il faut avoir Trop certaines proche. connaissances de l'être humain. Être un Trop pédagogue. proche. Hey, sais-tu une chose, Janine? J'aimerais ça que les auditeurs m'appellent le prof Maillot. Le prof Maillot. Non, mais Pourquoi pas? j'avais jamais pensé à cette Pourquoi dimension-là. pas? Ben oui. À ceux qui savent Mais pas c'est de la comment m'appeler. vulgarisation que vous avez toujours fait. Ça fait 12 ans que vous faites de la vulgarisation. Appelez-moi. Des comportements humains, Ah, puis le bon. prof Maillot. Bon. Il est professeur. Comment? Il est professeur de l'Université collective du Québec. OK, ça marche. Si les gens sont prêts, on y va. Professeur Je pense pour le pas- collectif du Québec. Je pense pas qu'il y aurait beaucoup de représailles, Pierre. Hein? À Est-ce moins que l'Union, à moins que l'Ordre des enseignants du Québec ou la Fédération des enseignants faudrait voir. m'accuse de pratique illégale de l'enseignement. Ah, Pierre, OK, on va faire attention, d'accord? Mais des parents Je pense peuvent pas, hein. on dit de parents qui sont pédagogues. Oui. On va dire de n'importe quelle personne qui a une approche psychologique fine, Oui. qu'elle est pédagogue. Est-ce qu'il y aurait un Qu'elle crime? Bon. Est-ce que j'offenserais une fédération quelconque si j'apprécierais que le public m'appelle prof? Je sais pas. Je ne sais pas. Alors, bien qu'on Vérifions jase avant. l'idée, là, oui. Vérifions S'il y en a avant. qui ont compte, là, oui. S'il y en a qui sont vraiment en compte puis que je suis poursuivable là, pour cette dénomination-là, ben dites-moi là avant, là, je vais me taire. Et on va parler à Lise tout de suite. Bonjour, Lise. Bonjour. Bonjour Lise. Ça va bien? On vous écoute. Bon, moi, j'ai un enfant atteint du syndrome d'Asperger. Oui. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Bon. Et puis, qu'est-ce que je peux faire pour ça, là? C'est-à-dire, aujourd'hui, il a 24 ans. Oui. Il est déclaré invalide par comment dirais-je, le bien-être social. si on C'est veut. ça. Est-ce qu'il a une contrainte sévère à l'emploi? Très, très sévère. Bon, non, mais est-ce que sur le certificat d'incapacité, le médecin a mis contrainte sévère à l'emploi? Il n'y a rien mis du tout. Il a seulement mis syndrome d'Asperger, puis en partant. Bon, et ça fait est-ce que votre fils retire combien du bien-être social actuellement? Je vais prendre une autre route. Il retire le maximum. C'est-à-dire? Mais là, c'est-à-dire qu'il déclarait qu'il vivait avec moi, donc il avait 800 quelques dollars par mois. C'est ça, il y avait 836. Oui. Et puis là, vu qu'il vit avec vous, est-ce qu'ils lui en ont enlevé une partie? Il ne vit plus avec moi, là. Ah, il vit plus avec vous. Mais il n'a pas osé déclarer, voyez-vous, ça doit faire partie de la maladie. Il n'a pas osé déclarer qu'il ne vivait plus avec moi. Oui. Donc, il y a toujours le même montant. OK, 836? Et voilà. Puis OK, bon, il s'il y a le était plein seul montant. comme invalide, Pierre, il aurait davantage. Non, il y a le plein montant. S'il est reconnu, s'il y a 836, il y a contrainte sévère à l'emploi. C'est ça. Alors, il Mais ce est serait invalide totalement. Mais ce ne serait pas augmenté parce qu'il est seul. Il y a le plein montant. OK. Il y a le plein montant. Mais s'il déclare qu'il ne vit plus avec sa mère, est-ce qu'il peut avoir plus? D'après moi, oui. Non. C'est le montant maximum, là. OK. Il est au montant maximum. C'est que s'il déclare qu'il vit avec vous, là, ils vont probablement le couper. Ils vont y en enlever. OK. En tout cas, ils pourraient. Bon. OK? Oui. Alors là, il vit seul. Est-ce qu'il est capable de vivre seul? Il est capable de vivre seul, sauf qu'il a beaucoup besoin de sa mère, finalement, là. Attendez, vous me dites qu'il est capable de vivre seul. Êtes-vous bien certaine de ce que vous venez de dire là? Oui, je crois Est-ce qu'il est capable de faire son épicerie seul? Non. Bon. C'est la base, là, hein? Lise. C'est élémentaire. Vous savez? Mais moi, je me dis, est-ce qu'il y a un médicament pour ça ou je sais pas? Bon, Pierre, si on fait une pause, on va aux informations, on va revenir à Lise, puis vous allez nous expliquer exactement ce que c'est le syndrome d'Asperger. Le prof peut s'exécuter. Sur ce point-là, je crois. Ça marche? Oui. OK? Alors, Lise, reste avec nous. Tous les sports. Bon, alors, on va continuer avec Lise, puis peut-être ce serait intéressant de préciser ce que c'est ou de rappeler pour ceux qui l'auraient oublié. Qu'est-ce que c'est le syndrome d'Asperger, Pierre? Ça se manifeste comment?
l'Asperger, c'est de l'autisme léger. Alors, c'est des individus qui ont de la difficulté avec leur système nerveux à entrer en relation avec l'entourage, avec l'environnement, avec les personnes. Mhm. Ça a toutes sortes de conséquences. C'est le cerveau qui ne fonctionne pas bien. C'est un trouble neurologique. OK. Alors, l'autisme, l'Asperger. Et à un moment donné, comme certains autistes conservaient plus ou avaient des pointes de capacité intellectuelle dans certains domaines, par exemple, pour retenir... Vous vous souvenez du film Rain Man avec Dustin Hoffman? Mhm. Alors, Dustin Hoffman avait une mémoire des cartes, ils peuvent avoir une mémoire des chiffres. Alors, ils peuvent être déficients dans plusieurs domaines, mais avec des points d'intelligence. OK. C'est assez particulier. OK. Puis quand Lise vous dit qu'il est pas capable de faire, son fils n'est pas capable de faire son épicerie. Ben oui, bon. La plupart, ça. Donc. Ben oui. C'est difficile de vivre seul avec cet aspect-là. Il a besoin de sa mère. À quel âge vous êtes rendu, Lise? Moi, j'ai 57. 57 ans. Et pourquoi vous appelez cet après-midi, là? J'appelle parce que je me demande s'il n'y avait pas quelque chose à faire, là. À un moment donné, moi, je serais pas toujours là. Puis je suis inquiète un peu. Vous avez raison d'être inquiète, ma chère. Parce que je me dis, bon, quand maman ne sera plus là, qui va s'en occuper? Alors, on s'est doté d'un filet social au Québec. Et on dépense des milliards supposément pour aider des individus comme votre fils handicapé. Oui. Je suis pas sûr que les milliards vont pour votre fils handicapé. Alors, il y a son chèque de bien-être comme tout le monde. Et au niveau des services sociaux, y a-t-il un travailleur social qui s'occupe de lui? Disons qu'il y en avait un, mais lui, il a laissé carrément tomber, là. Oui. Mais c'est aux travailleurs sociaux à ce moment-là, quand ils ont des cas comme ça, il me semble, Pierre, si tu dis je fais bien mon travail, à les relancer, à les appeler pour voir si ça va bien, ou aller, je sais pas. Parce qu'il allait même à la maison, il allait même chez mon fils, là, à son appartement. Et c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Et puis, lui, à un moment donné, ça lui tentait plus. Ouais. C'est ce que je comprends pas. Pourquoi ça lui tentait plus? C'est quelque chose à comprendre, Pierre? Oui, c'est très simple, parce que votre fils ne guérira jamais. Son handicap va demeurer exactement ce qu'il est depuis... Votre fils, probablement, n'a pas évolué depuis l'âge de 13 ans. Mais... Est-ce que je me trompe? Oui, vous avez raison, sauf que je devrais vous dire en passant qu'il était une mémoire sélective, une mémoire incroyable. Qu'est-ce qu'il est capable d'emmagasiner de façon phénoménale? D'emmagasiner l'histoire du Québec, l'histoire de toutes les histoires, finalement. C'est ça, l'histoire. Mais ça alors lui, apprendre des dates, des faits historiques puis des dates, il est un petit génie dans ce domaine-là. Et voilà. Puis il n'est pas capable de faire son épicerie. Il est capable dans un certain sens, sauf que c'est surtout moi qui l'accompagne tout le temps. Est-ce qu'il est capable de faire son épicerie, oui ou non? Il est capable, oui. Bon, mais pourquoi vous l'aidez s'il est capable? Parce qu'il ne conduit pas, il n'est pas capable de conduire. Bon, il n'est pas capable d'apprendre à conduire une auto? Il est trop nerveux, non, il est trop nerveux pour ça. Je lui ai payé un cours de conduite, et puis non, ça n'a rien donné. Ouais. Et quand il va faire son épicerie, c'est quoi le problème lorsqu'il va faire l'épicerie? Le problème est que, il en oublie à moitié, ou en tout cas, il faudrait qu'il écrive tout, là. Oui. Il en oublie la moitié. Il en oublie la moitié. Est-ce qu'il est capable de calculer le change quand il y a le temps de payer? Je suis pas sûre. Ouais. Lise. Ouais. Lise. Oui. Votre fils, je vous rappelle que votre fils a 24 ans. Est-ce qu'il est capable de calculer le change lorsqu'arrive le temps de payer à la caisse? Oui. Oui, pour ça, oui. Vous êtes certaine? Oui. Sauf qu'il ne calcule pas pour le mois, finalement. Il n'est pas capable avec son budget. Il n'est pas capable de budgéter, absolument pas. Expliquez-vous. Expliquez aux auditeurs en quoi consiste le problème. C'est-à-dire que, il paye son loyer, il paye ses choses, mais disons que dans le milieu du mois, il n'y a plus rien, là. C'est maman qui est là pour l'aider, le supporter. Est-ce qu'il est capable de comprendre qu'il faut qu'il divise son chèque de bien-être pour payer ses affaires? Je ne pense pas. Est-ce qu'il est capable d'avoir un compte de banque? Non, il y en a un compte de banque, mais il n'a pas rien dedans parce que il se dit que il se fait voler des intérêts. Voyez-vous, là? Il comprend pas, c'est ça. Il comprend pas comment ça fonctionne. Absolument pas. Il y a des affaires. Il a besoin d'être supervisé. Il y a des affaires des affaires courantes qu'il ne comprend pas.
Absolument pas. Bon. Absolument pas. Et puis c'est ce qui m'inquiète. Est-ce qu'il a le sens de la valeur de l'argent? Est-ce que pour lui, un billet de $1, un billet de 20 et un billet de 100, est-ce que ça a la même valeur pour lui? Non. Pas du tout. C'est-à-dire? C'est-à-dire que... Pas un billet de 1, mais un billet de 2, c'est-à-dire des 2, parce qu'il n'y a pas de billet de 1, c'est des pièces de monnaie. Oui, c'est ça. Non, c'est-à-dire que $2 ou $5 ou $10 pour lui, c'est comme pareil, là. C'est ça. Il ne distingue pas les différentes valeurs. C'est ça. Et c'est ça que donne l'autisme. L'autisme prive, c'est un trouble neurologique qui prive l'individu de sa capacité d'apprécier les éléments de la réalité. Et c'est extrêmement variable d'un cas à l'autre. Et moi, ce que je trouve curieux, c'est que c'est un petit génie dans l'histoire, dans l'art. C'est ça. Puis là, mais ça, est-ce que ça peut tromper des intervenants, Pierre, le fait qu'ils soient intelligents à ce niveau-là? Non. Parce que ce ne sont que des faits, il n'est pas capable de discourir là-dessus. Non, mais ça les écœure. C'est qu'après quelques années, voyez-vous, Lise, votre fils de 24 ans va devoir être supervisé jusqu'à sa mort. Et l'autisme, là, ils peuvent vivre vieux. Et moi, je ne vivrai pas très vieille, je pense pas, là. C'est en plein ça. Alors, il va falloir prévoir quelqu'un. Est-ce que votre fils est sous curatelle actuellement? Disons que la curatelle, c'est comme moi, là. Lise, je vous ai posé une question simple. Non. Merci. Il faudrait y voir peut-être. Alors, une des façons, c'est d'ouvrir une curatelle à votre fils. Ça peut être une curatelle privée, mais d'ouvrir une curatelle en bonne et due forme. Ce serait un des grands services à lui rendre. Mais il faut qu'il y ait quand même quelqu'un, c'est ça. Alors, en ouvrant, Janine, une curatelle privée, il va y avoir toujours quelqu'un de désigné. Si c'est pas de la famille, ça peut être un étranger, c'est ça. Je veux une curatelle et on privée. Y voit. Et s'il y a personne de la famille qui veut s'en occuper, il va tomber sur la curatelle publique. Et là, les charmants services sociaux vont être obligés de s'en occuper. Vous voyez? C'est pour ça qu'on n'aime pas Mayou. À l'occasion, il est astucieux, voire même rusé. Il y avait un article, Pierre, aujourd'hui dans le journal. Madame Lise. Puis, donc, la tutelle, elle repart avec l'histoire de la tutelle. Non. C'est ça? Curatelle. Curatelle, excusez, pas tutelle. Curatelle dans un premier temps. Curatelle au bien et à la personne. OK, parce qu'on voyait. Il y a une procédure à suivre, c'est très simple. Ça prend une évaluation d'un psychiatre qui va dire oui, je suis d'accord pour une curatelle, cet individu-là est incapable de gérer ses biens et sa personne. Alors, on s'en va. Est-ce qu'on s'en va à la pause tout de suite? C'est une façon de les protéger à long terme. Bon, parce que Pierre, ce matin, on lisait dans les journaux, puis ceux que ça concerne, ça doit les énerver. Louis H. Lafontaine, je pense qu'il prévoit laisser aller des gens. Il parle de désinstitutionnalisation, mais encore une autre vague, OK? Et la lettre, c'est une lettre ouverte, c'est ça, si je me souviens bien. C'est une lettre ouverte où la personne disait, oui, mais où est-ce qu'on les envoie? Il y a des appartements supposément supervisés, mais c'est pas le cas dans les faits. En tout cas, c'est toute une problématique. Alors, les autistes, tous ces gens-là, les déficients intellectuels de toutes sortes. Oui. Okay? Les déficients intellectuels, soit déficience primaire ou secondaire à de l'autisme ou d'autres maladies. Les déficients intellectuels. Alors, le cas du fils de Lise, âgé de 24 ans, est l'aboutissement habituel du suivi des services sociaux de ces cas-là. Tu me suis, Jeannette? Ce qui lui arrive, là? Ouais. On met des milliards pour se débarrasser, pour avoir supposément rendu autonome des individus qui ne le sont pas. Ils ne le sont pas. C'est ce que ça disait dans la lettre ce matin. Et, Janine, ne le seront jamais. Avec le petit peu que nous a dit Lise, si c'était ton fils, le laisserais-tu tout seul? Jamais, c'est ça. Bon. C'est ça, tu dis, il a besoin d'être supervisé, il a besoin d'un coup de pouce. Une pièce de $1, un 5, un 10, un 20, un 100, ça n'a pas, lui, ça n'a pas de valeur. Il va se faire exploiter, il va se faire voler. Garde donc ça! Bon. Garde, il a besoin de protection. Mais pour les services sociaux, le travailleur social l'a floché parce qu'il s'est tanné. C'est que c'est des problèmes qui vont ressoudre un jour.
À plus ou moins brève échéance, ce jeune homme-là, s'ils vont pas vers une curatelle, comme vous avez dit, ce qui est une bonne solution, ça va ressoudre dans le système et ça va être pire. Il va peut-être être en plus malade parce qu'il n'aura pas mangé comme du monde. C'est très sérieux. Oui. Je trouvais ça très alarmiste, la lettre ce matin, puis ça colle à toutes les informations qu'on reçoit à gauche et à droite. La désinstitutionnalisation se poursuit et qu'est-ce qu'on fait de ces êtres-là? Janine, il y a beaucoup trop d'argent dans le système des services sociaux et de santé au Québec. Beaucoup trop d'argent. Il faudrait enlever un tas de milliards, je dis plusieurs milliards, et simplement avoir des objectifs plus précis envers la clientèle. Pour pas qu'il y en ait qui tombent hors des filets. Ben voyons. Hors des filets. Puis c'est les plus démunis là qui se retrouvent. Ça peut aller jusqu'à la rue là. Hein? L'histoire de Lise est la pointe d'un énorme iceberg. Mais oui. Et, je répète, on coule des milliards dans les services sociaux et de santé au Québec. Tirez vos conclusions. Votre vision. OK, alors on poursuit maintenant avec Nancy. Bonjour Nancy. Oui, bonjour à vous deux. Oui, bonjour Nancy. Bonjour. Je vous appelle pour avoir votre opinion sur bon, je vous explique. J'ai un bébé qui a 10 mois maintenant, mais c'est plus pour la période du 2 à 6 mois que j'appelle. Je veux savoir si, dans la mesure où je peux pas confier le bébé à une femme, si c'est correct de laisser à mon mari, c'est notre premier enfant, donc il était plus ou moins à l'aise, mais bon, j'ai laissé à peu près 1h30 une fois par mois, là, de 2 à 6 mois. La raison, en fait, c'est simple, là, c'est parce que j'avais extrêmement mal dans le dos, parce que j'imagine à cause que c'était l'allaitement, là, puis les seins, en tout cas, bref, ça me faisait mal dans le dos, puis j'allais me faire masser pendant à peu près 1 heure, puis le temps d'aller, de revenir, de me faire masser, bon, c'était à peu près 1h30. Puis je peux pas le confier à ma mère ou à ma soeur ou j'ai personne dans le coin. Oui. Donc parce que je sais que vous avez souvent dit laisser le bébé à un homme, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Ça dépend. C'est pas ce que j'ai dit. Au père 1h30. Ça dépend. Ça dépend du père en question. Mon père, pas mon père, mais mon mari était plus ou moins à l'aise avec le bébé parce qu'on n'en avait pas, mais là il est correct, mais d'un autre côté, il est pas épais, là. Il est débrouillard, sauf que... Comment réagit? L'avez-vous vu faire? Vous savez, chaque cas devient un cas d'espèce. Alors, est-ce que vous l'avez vu manipuler le bébé? Oui. Bon. Est-ce qu'il le manipule à votre goût? Oh, tout à fait. Même s'il n'est pas à l'aise, est-ce qu'il est capable, est-ce que lui se sent capable de le garder pendant 1h30 de temps? Ben, c'est sûr que le bébé, je m'organisais toujours pour qu'il ait bu ou bien pour qu'il ait du lait en masse, mais c'est parce que c'est arrivé au moins 2 fois sur les 4 fois que j'ai laissé, que quand j'étais pas là, le bébé se réveillait. Mais si le bébé se réveille puis que moi je suis pas là, évidemment, ben qu'est-ce qu'il fait le bébé? Il pleure. Fait que c'est arrivé au moins une fois que le bébé a pleuré 20-25 minutes dans les bras de mon mari. Fait que là, c'est sûr que ça l'agressait un peu, mais mon mari, il fera jamais rien au bébé ou j'ai aucun. Pourquoi vous dites ça? Vous dites, c'est sûr que ça l'agressait un peu? Ben, c'est sûr que de se faire pleurer dans les oreilles sans pouvoir rien faire pendant 25 minutes, c'est pas agréable. Nancy, est-ce que vous réalisez qu'en 11 ans et demi de notre tribune, vous êtes la première à nous rapporter quelque chose d'aussi important, de fréquent? Que c'est pas agréable de se faire pleurer dans les oreilles? Non, ça l'agressait. Que ça agresse facilement beaucoup de pères que d'entendre un bébé pleurer. Ah, moi, je pense que c'est vous avez constaté des choses très simples. Oui, mais ça, je pense que c'est normal, puis je pense qu'il faut le réaliser aussi. C'est-à-dire, non, c'est pas normal. C'est-à-dire, c'est usuel, c'est fréquent. C'est pas une question de normalité, là, mais la plupart des hommes, des pères, ne sont pas capables de décoder les pleurs d'un bébé et peuvent mal réagir dans bien des cas. OK. Mais mon mari, la chose qu'il faisait, c'est qu'il prenait le bébé puis il essayait de le calmer. C'est correct, okay. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire de toute façon. Mm-hmm. Et il se fâche pas question de garrocher le bébé ou de claquer la porte ou des histoires. Il est capable de le tolérer un bon bout. C'est simplement ça qu'il faut vérifier. C'est si le bébé se met à pleurer, est-ce qu'il va être capable de l'entendre pleurer sans pogner l'air? Il tolère, mais c'est sûr que quand moi je mets la clé dans la porte... Il est content.
c'est prends le bébé, puis moi, je m'en vais. Alors, c'est excellent. Puis là, l'enfant grandit, c'est moins pire. Oui, là, il n'y a plus aucun problème. Ouais. Non, vous savez, c'est du cas par cas, cette histoire-là, Nancy, et c'est le rôle de la mère, il appartient à la mère, de bien observer le comportement du père avec le bébé et de décider combien de temps qu'il peut s'occuper de l'enfant. Okay. Et de pas forcer la note, peut-être, Pierre, quand on s'aperçoit de quelque chose, que l'autre est rendu à la limite, parce que il pourrait y avoir des dérapages. Je l'ai pas forcé, Non, mais si la délicatesse puis le respect de l'autre, c'est ça aussi. Ouais. C'est d'être capable de toiser assez rapidement, de jauger assez rapidement la capacité de l'autre de faire certaines choses. Parce que pour les hommes, ce n'est pas naturel. Pour les femmes, ça l'est plus. Ça ne l'est pas mur à mur. Donc, dans certains cas, il y aurait pas. Si on juge que le mari est apte à... Il n'y a aucun problème. Okay. Aucun problème. Mais ça répond à ma question. Mais là où j'en ai, oui. c'est lorsque les pères, plusieurs pères de la nouvelle génération, se prétendent ouvertement aussi bons que les mères pour élever des bébés. Ah non, wow! C'est Capouli, là, les féminisés. Là. Mais Pierre, il y a une donne, je sais pas si on a déjà pris ça sous cet angle-là. Les couples durent moins longtemps. Correct, il y a beaucoup de couples qui vont... Ça va faire 10 ans maximum. Là, t'as et les pères ils sont obligés de vivre avec leurs enfants seuls par la suite. Est-ce que les pères s'impliquent pas plus dans l'éventualité? Ça se peut-tu, ça? Je soulève ça comme ça parce que ça me vient à l'esprit. C'est un homme qui dit, bon, OK, on a un enfant aujourd'hui, ça va bien, mais dans 2 ans, 3 ans, est-ce que... mais est-ce que c'est pas ce qui fait que... Rationalisation. Oui, mais je le soulève pareil. Rationalisation. Qui cache simplement ceci. Énormément de femmes sont incompétentes comme mères et veulent recycler leur conjoint en nourrice pour mieux cacher leur incompétence. Il peut y avoir ça aussi. Il peut y avoir... On fait pas exprès. C'est ça, là. C'est ça, le message final, c'est que c'est ça. Ou ça... En tout cas, on pourrait dire beaucoup de choses, hein. Bien. On va tout de suite à Pierre, c'est notre auditeur. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. On vous accueille, monsieur. Oui, bonjour à vous deux. Oui, bonjour. Premièrement, ça fait plus de 3 ans que je vous écoute. Mm-hmm. Puis j'ai beaucoup appris. Attendez un petit peu. Rappelez-moi votre prénom, je l'ai manqué. Pierre. OK, monsieur Pierre. OK, allons-y. C'est ça. Puis ce que je voulais dire aussi, monsieur Mailloux, c'est que souvent les gens peuvent peut-être vous juger sur un premier abord parce que vous avez une façon de parler souvent à la dérision ou puis moi ce que je dis aux gens qui vous ont pas assez écouté, de prendre le temps vraiment d'écouter ce que vous dites. Puis moi en tout cas c'est ce que j'ai fait à un moment donné, c'est sûr que on apprend à vous connaître aussi. Et on apprécie votre duo en fait. Donc, ça, c'est pour l'introduction. Moi, ce qui arrive, c'est que je vais me séparer. Oui. Je suis en processus de séparation, puis j'ai un petit garçon de 5 ans et demi. Là, la maison est en vente. Là, je vis dans le sous-sol actuellement. Oui. Puis, ce que je me demandais, ce que je m'interroge, c'est à savoir, qu'est-ce que vous pensez qui est le mieux comme formule de garde partagée? Je sais que c'est pas idéal, la garde partagée, mais quand on en arrive là, selon vous, pour un enfant de 5 ans et demi qui va avoir 6 ans, probablement? Là-dessus, je peux vous répondre très facilement. C'est que la garde partagée, une semaine à une place, une semaine à l'autre, ça fabrique des orphelins. OK. Par contre, lorsque les 2 parents sont des bons parents, un ou l'autre peut avoir la garde physique. OK? Oui. La garde légale devrait, dans les cas de 2 bons parents, la garde légale devrait demeurer aux 2 parents. La garde physique à un des parents avec accès facile pour l'autre. Okay. Autrement dit, vous pouvez aller le chercher le mardi soir pour souper. Oui. Vous pouvez aller le chercher le jeudi soir. Vous pouvez aller le chercher pour la journée du samedi. Oui. Comprenez-vous? L'histoire ouais. d'une fin de semaine sur 2, ça n'a pas de maudit bon sens pour la plupart des enfants. C'est pas correct, ça. Puis la gang d'adultes éteints, ils sont pas capables de comprendre ça. Lorsque les 2 parents sont corrects, les 2 parents gardent la garde légale, sont responsables légalement de leurs enfants. La garde physique, on s'entend que l'enfant va avoir son pied à terre chez la mère ou chez le père, et l'autre parent, accès facile. Il l'appelle, l'enfant peut appeler, le parent qui n'a pas la garde physique peut appeler, mais c'est ça. C'est simple.
comme une garde de gros bon sens. Oui. Puis qui répondent aux besoins des enfants. Oui. Parce qu'il y a des enfants qui s'ennuient beaucoup. Exactement. Alors, Janine, Pierre, Monsieur Pierre, pourquoi croyez-vous que j'ai suggéré ce que j'ai suggéré? Ben, premièrement, c'est sûr que pour l'enfant, c'est d'avoir un pied à terre, une place. Hein? Oui, sécurité. Allons-y pour ça. On va décortiquer. Oui. Pourquoi Mayou dit ces imbécilités? Alors, sécurité. Oui, le pied à terre, ça c'est pour la sécurité. Exactement. Continuons. C'est sûr que le fait pour l'enfant de savoir qu'il a accès en tout temps à l'autre parent, ben ça c'est très positif pour lui. L'accès facile, sécurité émotive. Oui. Maudit Mayou, il est pas si niaiseux que ça. Sécurité émotive. L'enfant pas inquiet. Je peux appeler, tu sais, présumons là, disons, les deux parents sont des bons parents. Oui. Alors, la garde physique, l'enfant est jeune, la garde physique dans la maison de la mère, et l'enfant sait qu'il a accès facilement à son père. Oui. Il est où le problème? Okay. Là, sécurité de lieu, sécurité affective. Oui. Puis là, on va arriver au cas de Pierre, c'est ça. Est-ce que Pierre, ce qu'il vous dit, ça collerait dans votre situation? Oui. Ben moi, je pense que ce que vous dites, c'est idéal dans le cas où on pense que la mère est entièrement compétente. C'est ça. J'ai bien dit, deux bons parents. Ça, la suggestion que j'ai faite ne vaut que dans le cas où les deux parents sont des parents compétents. Oui. Puis je trouve que, franchement, ce serait idéal à ce moment-là. Donc là, je vais vous parler un peu de mon cas. Oui. Ce qui arrive, la mère, c'est pas une mauvaise mère, OK? La seule chose, c'est que elle a des problèmes, bon là, vous allez, c'est peut-être pas bonne mère à cause de ça, mais elle a des problèmes au niveau de consommation d'alcool. OK. Est-ce qu'une femme qui abuse d'alcool peut être une bonne mère? C'est ça, j'attends. Ma réponse, non, jamais. Okay. Une femme qui abuse de drogue, une femme qui abuse d'alcool ne peut pas être un bon parent. Un homme qui abuse d'alcool, un homme qui abuse de drogue, j'ai pas dit qu'il utilise, j'ai dit qu'il abuse. C'est ça. Alors, l'abus d'alcool et de drogue est absolument incompatible avec le rôle de parent raisonnable. Ce qui est bien maudit. Dixit Mayou, illuminé. Mais Pierre, ce qui est bien maudit dans tout ça, c'est qu'il y a des parents, s'ils sont pas sous l'effet de l'alcool, ils seraient pas pires. Ils seraient pas pires comme parents. Sauf que... Oui, mais Janine, écoute, non, on n'est pas dans des si, on a un problème. Oui. Pierre nous appelle, la conjointe a un problème d'alcool. Quelle est l'ampleur de la sévérité du problème d'alcool? C'est ça, je vais vous dire. OK. Premièrement, c'est quelqu'un qui fonctionne très bien à l'extérieur. Oui. Qui a un poste de responsabilité. Oui. Qui la maison impeccable. Oui. La bouffe, toujours Oui, arrivez au problème. Okay. Le problème est où? C'est beau. Je vous ai dit la sévérité de l'alcoolisme. OK. Concentrez-vous. OK. Consommation journalière. Oui. Okay. C'est combien? On va-tu y arriver? Oui. Moi, je dirais entre une demi, 3/4 de bouteille de vin par jour. Oui. Mais elle supporte mal. Oui. Donc, lorsqu'elle prend de l'alcool, c'est comme si elle fuzzy, c'est plus là. Oui, j'ai compris. Alors, une demi à 3/4 de bouteille par soir? Oui. La fin de semaine, elle vide la bouteille? Sûrement. Bon. Oui. Puis, il y en a pas assez? C'est-à-dire que moi, à un moment donné, c'est pour ça que je me suis tanné, j'ai décroché. Oui. À un moment donné, j'essaie de contrôler ça. Elle pèse à peu près combien? C'est une petite femme? Belle femme de 5 et 5, 130 livres. Oui, c'est ça. Bon, alors, ça affecte pas son poids. À 3/4 de bouteille, elle commence à être gorlot? Oui, elle supporte mal l'alcool. Oui, c'est ça. Alors, tolérance faible à l'alcool. Oui. Donc, elle s'enivre à chaque soir. Oui, par période, ça n'a pas été ça parce que moi, je m'étais, je ne veux plus qu'on boive la semaine. Alors, Pierre, vous avez un maudit problème chez les bras. Alors, comment avez-vous amorcé la discussion de la garde de l'enfant? On a commencé, ça a passé parce que c'est moi qui ai décidé de partir. Là, oui. Puis, ça fait 3 ans que ça va pas du tout, OK? Oui. Puis moi, je restais dans la relation beaucoup. Non. Et Pierre, concentrez-vous. Pétrus, on veut évoluer, là. OK. Vous êtes un petit peu placoteux, puis ça va vous desservir. OK. Parlez moins, réfléchissez plus. Okay, alors, garde physique. Oui. Comment va-t-elle se situer par rapport à ça? Garde physique, garde légale et l'accès du père. Bon, là, on parle de garde partagée actuellement, justement. Ce que j'aurais aimé, c'est 5 jours, 2 jours, 5 jours, 2 jours. Est-ce qu'il y a une formule comme ça, là,
Il fait que l'enfant n'est jamais plus que 5 jours sans voir un de ses deux parents. Ouais. Bon, OK. Pierre, on va devoir s'arrêter là. Pierre, notre auditeur, vous restez avec nous. Parfait. On va essayer d'aller un petit peu plus loin là-dedans. Parce que ça peut servir d'autres parents, Pierre. N'est-ce pas? Parce que laisser l'enfant, la mère a des problèmes avec l'alcool, là. Il y a un gros os. Bon, Pierre, l'histoire de notre Pierre, celui qui nous appelle ici, garde partagée, séparation éventuelle, avec un des conjoints, dont sa conjointe qui a des problèmes. Oui. Ben, c'est évident avec l'alcool, là. Prendre la décision du type de garde qu'on va faire de l'enfant, c'est pas clair. Parce que tu dis, est-ce que vous vous séparez parce que ça devient invivable? Entre autres. Vous avez l'impression qu'elle donne pas ce qu'elle aurait à donner à l'enfant, probablement, quand elle a pris son alcool. Effectivement. Puis là, vous allez la laisser seule avec. C'est ça le gros dilemme. Ouais. Alors, Pierre, comment on arrive à tirer au clair tout ça? Alors, où en est-on dans la discussion? Garde partagée, 5 jours, 2 jours. Oui. Et racontez. 5 jours à qui, 2 jours chez qui? Comment ça se passe? Bon, en tout cas, là, je sais que c'est basé sur un mois. Là, c'est l'enfant, le lundi, mardi, par exemple, il est toujours au même endroit, pour résumer. Là. Il est soit chez le père lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, chez la mère, puis une fin de semaine sur 2. Une fin de semaine chez le père, une fin de semaine chez la mère. En gros, c'est ça. Puis s'il va à l'école, votre petit garçon? Oui. Ça veut dire que ça coupe sa semaine, là. Sa semaine est complètement coupée. Il n'y a pas de ça, continuité. C'est sûr. Moi, je vais me... Non, c'est pas dans l'intérêt de l'enfant, cette histoire-là. Là. Ça n'a pas de... Parce que moi, je gérerais le plus près possible la mère pour faciliter ça. OK? Mais... Non, oui, mais... Non, c'est un bordel, ça marche pas, ça, là. Est-ce que la mère veut garder la garde légale? Parce qu'il y a eu toutes sortes. J'essaie de répondre très clairement à votre question. Non, est-ce que vous le savez? Non, forcez-vous pas non plus. Si vous n'en êtes pas là... Je vais vous dire, parce que j'ai entendu toutes sortes de versions. Regarde, tu vas le garder, je m'en occuperai plus. Bon. Je vais le garder moi-même. Voilà. Je ne verrai plus. Donc... Voilà pourquoi. OK. Alors là, à ce stade-ci, il est important que vous ne mettiez pas le feu au baril de poudre de cette femme qui est en train de déraper. Elle serait prête à larguer son petit bonhomme. Là, si jamais il y avait un coup de tête, là. Là, écoute, les alcooliques deviennent tous impulsifs. Hein. Elle retombe sur ses pattes, là, sur ses pieds tranquillement. Là. C'est ta nouvelle. C'est pour ça que vous avez avantage à ne pas brasser la chaloupe pour ne pas qu'il y ait trop d'eau qui entre dans la chaloupe et que la chaloupe coule. Ce ne sera pas dans l'intérêt du petit 5 ans. OK. Alors là, on va pagayer gentiment et très doucement. Au gré de ses humeurs. Okay. D'où l'importance de l'astuce et de la ruse. Je vous écoute attentivement. Ouais. L'importance de l'astuce et de la ruse. Ouais, ben par oui. S'entendre d'abord sur des principes généraux. L'accès facile. Peu importe qui l'a, accès facile de l'autre. Oui. Si vous arrivez à partir de ça, à partir d'un échange, c'est déjà beaucoup mieux que le gugus, le calendrier mensuel auquel vous référez, ça n'a pas de maudit bon sens. Ça, c'est une travailleuse sociale qui a dû développer ça, là, une espèce de sans-cœur. Donc, dans ce cas-là, Pierre, Tipit, là, s'ennuie. Bon. Il s'ennuie de son père est disponible. Il va aller il s'ennuie de sa mère, il va aller à sa mère, c'est ça? Il ne faut pas irriter madame, qui est probablement extrêmement susceptible ces temps-ci. Oui. Et, compte tenu qu'elle prend un coup le soir, même si elle en a la garde physique, OK? Même si elle en a la garde physique, si vous allez le chercher assez facilement le soir pendant qu'elle boit, elle n'y verra rien. Comprenez-vous mon point? Okay. Alors, vous pouvez aller le chercher souvent le soir et les fins de semaine, dans la journée, plutôt lui laisser, si elle le veut. Okay. Et ne faites pas un grand maudit projet quinquennal de fonctionnaire. Okay. C'est probablement une fonctionnaire, ça, cette femme-là? Non. Elle n'est pas fonctionnaire? Non, elle est dans le privé. Elle est dans le privé, OK. Oui. Bon, il y a de plus en plus de femmes fonctionnaires qui fonctionnent comme ça. C'est pas le cas. Alors, comprenez-vous, on commence tranquillement, puis pas de grands fratras, là. On commence bien tranquillement. Okay. Dis, OK, pour ne pas la heurter, parce que c'est une femme, hein, ils sont susceptibles. Puis ils sont encore plus susceptibles, les femmes, quand ils boivent. Ah, c'est pour ça que je vous dis, il faut être vraiment astucieux. Oui. Un peu de vinaigre dans le passant. Pierre Mailloux. Mais Janine, c'est pas une question de vinaigre. Non, est-ce que c'est vrai ce que je dis ou c'est faux? Ben, ce que je dis, ça s'applique à ce cas-ci.
Ça s'applique? Bon, OK. Alors, si ça s'applique... Alors là, ceux qui sont contre moi, là, dites-moi pas de fermer ma gueule. Dites-moi c'est faux ce que tu dis, Mayou, c'est bonne femme. Non, mais ça veut dire dites-moi que Pierre... simplement, Mayou, t'es dans le champ, c'est pas vrai ce que tu dis. Ouais. Mais venez pas me faire chier si c'est vrai. Donc, la conjointe de Pierre, c'est une personne susceptible de nature et c'est accentué par l'alcool. Oui, merci. Okay. Alors, c'est une femme, OK, susceptible de nature et c'est nettement exacerbé par l'alcool. Ouais. Bon. Ah, c'est vrai ce que je dis, tenons-en compte. Et c'est Pierre qui va devoir agir avec beaucoup de flexibilité. Et rappelez-nous le vendredi, parce que amorcer le contact tranquillement, graduellement, on va commencer, on va voir. Ne lui faites pas peur, Pierre. N'arrivez pas comme beaucoup d'hommes que j'ai vus, avec le maudit gros sabot, puis bing bang. Non. Non, l'enfant va payer la note. C'est ça. Il a 5 ans, l'enfant. Oui. Puis je suis très proche de lui. Oui. Donc, c'est pour ça que je me donne la peine de vous appeler aussi. Oui, mais là, on a senti dans votre voix, dans votre démarche, un tact et une délicatesse. Il y a de l'affection pour ce petit bonhomme-là. Qui vous honore. Ouais. Et c'est pour ça, vous pouvez, allez-y tranquillement, puis rappelez-nous le vendredi à votre convenance. Peux-tu juste poser une question? Oui. Parce que va falloir y annoncer au petit, hein? Pardon? Il va falloir y annoncer au petit. Bon. À Marc-Antoine, au petit. Regardez, M. Pierre. Oui. Il n'y a pas de presse, vous le savez pas trop. Comprenez-vous? Oui. Ça, là, annoncer très peu de temps à l'avance quelle va être la routine des prochaines semaines. Annoncez pas ça un mois d'avance. Pour pas l'inquiéter. Ça risque de l'inquiéter. Parce que votre conjointe est un petit volcan. Est-ce qu'elle le veut? Qu'est-ce qu'elle va vouloir? Je vous suggérerais d'y aller au jour le jour avec elle. Okay. Puis, la veille, vous dites à l'enfant, ben là, papa, il s'en va à telle place, il va venir demain. Tu sais, des choses simples. Oui. Il y a juste 5 ans. Okay. Alors, et ne lui faites pas un maudit calendrier du prochain mois. Oui, okay. Ça, là, c'est... Je vous le dis... Vous avez raison, Pierre. Vous avez raison. Le petit enfant de 5 ans, il va se faire des montagnes. Oui. Autrement. Avez-vous déjà fait une émission là-dessus ou je l'ai manqué? Pardon? Est-ce que vous avez déjà fait une émission sur Pas tellement. Pas tellement, parce que ça a beaucoup changé, puis pas tellement. Si jamais vous avez la chance, en tout cas, j'apprécierais. Parce que, regardez, M. Pierre, il n'y a jamais de cas pareil. Je comprends. Même si on fait une émission, c'est du cas par cas. Oui, mais il va simplement se dégager que vous, c'est une situation, c'est une femme qui est brillante, qui fonctionne à un très haut niveau, mais elle prend un coup le soir, puis elle devient, tu sais, elle devient tannante. Hein? Puis il n'est pas exclu. Si Pierre garde une grande flexibilité dans son entente avec elle, puis il répond aux besoins du petit garçon, c'est possible que le petit garçon un jour dise « Je vais aller vivre avec mon père ». Ça va se faire naturellement. Ça se pourrait que ça se fasse tout seul aussi. Hein? Non, c'est pas le but. Je ne suis pas un crosseur. Je ne suis pas... Les conseils que je vous ai donnés, c'est pas dans le but de fourrer votre conjoint. Non. Parce qu'elle pourrait très bien cesser de boire à un moment donné et redevenir une très bonne mère. Oui. Oui, je comprends. Oui, Pierre, puis c'est pas ce que je voulais laisser entendre non plus. Là. C'est ça. C'est vrai, vous avez aussi raison là-dessus. Ça pourrait tout changer. Non, c'est pas une crosse. Être rusé et astucieux, c'est pas dans le but de fourrer quelqu'un. Non, c'est pour garder l'enfant. C'est dans le but de protéger cet enfant-là et de lui fournir le meilleur environnement familial possible. Puis dans le fond, je fais sa chambre dans ma nouvelle demeure, si on veut. Il y a quand même sa chambre. Oui. Il peut venir coucher de temps en temps aussi. Ben oui. Puis, tout en discutant de façon non menaçante avec la mère. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de mères qui deviennent complètement gaga lorsqu'elles ont l'impression que le père va leur arracher l'enfant. Oui. Et il y a des pères, de plus en plus de pères au Québec, qui se livrent à ce sport. Et de plus en plus de juges qui cautionnent ces pères-là. Je trouve ça épouvantable. C'est les enfants qui paient très cher par la suite. Oui. Merci beaucoup. Sentez-vous bien à l'aise de nous rappeler. Merci, bonne journée. Bye. Ah là là. Oh, oui, vous pouvez bien souffler. C'est pas évident. C'est pas évident. Ah non, c'est pas évident. Parce qu'il faut pas... La seule chose, tu sais, c'est comme un navigateur. Faut que tu gardes... Le gyroscope, là, la boussole, je sais pas quoi, un objectif, l'enfant. Puis c'est des sacrifices de la part des adultes. Oui. De confort, puis d'horaire, tu sais. Non, je peux pas sortir peut-être tous les samedis soirs parce que le petit va demander son père ou sa mère. Puis il y a des soirs, si le père est ouvert, flexible, non menaçant, il y a des soirs, des fins de semaine où la bonne femme, elle va vouloir se pacter. Elle va appeler le père, elle dit viens chercher. Viens te chercher. C'est ça.
C'est ça. C'est une autre. Oui, c'est un autre scénario très possible. Oui. Tranquillement. Oh, que c'est arrache-cœur tout ça. Bon, alors on va faire la pause. Ça va? Oui? Non? Oui. Oui, c'est bon. OK. Et puis on revient tout de suite. On va parler à Mélanie ensuite. Ici. Bon, alors on avait dit à Mélanie qu'on serait là. On est là. Mélanie, bonjour. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Oui. Bonjour, Mélanie. Bonjour. Écoutez, ça fait plusieurs vendredis que je tourne en rond. Je me dis, j'appelle-tu pas. C'est un peu difficile. À chaque fois que j'en parle ou que je reviens sur le sujet, moi, c'est par rapport à la mort de mon père. Oui. Ça l'a fait 2 ans le 8 janvier qui vient de passer. Oui. Et je reste toujours accrochée sur la dernière scène. J'en fais des cauchemars. Je passe pas à travers. Racontez. Par où commencer? J'ai perdu mon père. Mon père avait 48 ans. Oui. Ça s'est passé très vite, en 6 mois. Oui. Mon père est décédé d'un cancer du cerveau. Oui. On s'en attendait pas pantoute. C'est en pleine face qu'on soit ça un matin, puis c'est le plus agressif des cancers. Oui. Mon père, c'est quelqu'un qui n'a jamais été malade, toujours actif. Est-ce que vous connaissez le nom du cancer agressif? Oui, c'est un glioblastome. Phase 4. Ouais. Alors, mon père se fait opérer le 18 octobre pour essayer de le soulager parce que la pression crânienne était trop haute. Oui. Mon père tombe dans le coma le 18 octobre au soir, pendant 9 jours. Et au bout de 9 jours, mon père se réveille et c'est plus le même homme. Oui. Mon père est paralysé du côté gauche, est en couche. Oui. C'est dur de voir ton père, quelqu'un comme ça, devenir aussi dépendant et rocher. Là. Okay. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est très clair, Mélanie. J'ai lâché l'université. Ma mère a lâché son travail pour prendre soin de mon père. À tous les jours... un instant, là. Oui. C'est quoi l'histoire de j'ai lâché l'université? Oui, j'étais à l'université. Comme je vous dis, j'ai lâché le 18 octobre quand j'ai su que mon père était tombé dans le coma. Et c'est cette journée-là, en plus, que j'ai su qu'il avait cancer qui restait 1 mois à vivre. Non, mais attendez un peu. J'ai lâché l'université. Oui. En quel honneur? Pour m'occuper de mon père. Ben là, il est dans le coma, Mélanie. Oui, c'est pour rester à côté de lui. Ben non, Mélanie. Mélanie. Oui. Ça l'a-tu fait sortir de son coma? Pardon? Est-ce que ça l'a fait sortir de son coma? Ben, je veux dire, au bout de 9 jours, oui. Non, mais le fait que je lâche l'université, ça n'a pas rapport. C'est juste que moi, je pouvais pas être à mes cours, me concentrer, puis performer, sachant que mon père... Mon père est en phase terminale, là. Comprenez-vous? Non. Non. Parce qu'elle aurait pu partager, mon Pierre, parce qu'il y avait la conjointe aussi, sa mère, et elles étaient 2. Oui. Bon. Vous tenez des propos de femmes, je tiens à vous signaler. Des propos de femmes? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vous écoutais parler toutes les deux, vous puis Jeannette, puis vous tenez des propos de femmes. Non, elle dit, non, parce que j'avais une autre idée plus loin en tête. Allez-y. Je me disais, elles étaient 2. Est-ce que c'était nécessaire que Mélanie abandonne l'université? Aurait-elle pu, la mère et la fille, se partager le temps au Ce sont des propos de femmes. Bon. Ben là. Quel âge avez-vous, Mélanie? 27. Vous avez lâché l'université? Oui. Vous étiez en quoi? En criminologie. À quelle année? C'est ma première session. Et là, il arrive quoi, là, à vos études? Ben là, ça fait 2 ans que je rush. Là, je recommence au mois de septembre. Je me suis inscrite, je recommence les études. Où est-ce que j'ai fini? Où est-ce que j'avais lâché? Je reprends où est-ce que j'étais. Ça fait 2 ans que vous rushez? Oui, ben je parle émotionnellement. Votre père est décédé il y a 2 ans. Oui. Ça? Moi, je pensais que c'était au mois d'octobre, là. OK, ça fait 2 ans. Mon père est décédé le 8 janvier 2005. J'ai lâché le 18 octobre 2004. Oui. Et comment là, a réagi votre mère? Elle était pas contente. Non. C'est-à-dire, expliquez-vous. C'est-à-dire que c'est pas ce que ton père aurait voulu. Tu as commencé un projet.
sais, là, Alors, la clé, il va falloir se demander comment ça se fait que vous avez lâché votre université. Je pouvais pas assumer les deux. Je pouvais pas... Comment je pourrais vous dire? Je pouvais pas me concentrer à l'école, faire comme si de rien n'était, être à mes cours, faire mes examens, faire mes études, sachant que mon père est à l'hôpital. Vous aviez tout de même 25 ans. Oui. Parce que Pierre, c'est ça. Moi, ce que je soulevais, elle aurait pu s'absenter, pas mettre fin à sa session, peut-être s'absenter, puis ça aurait peut-être été bon. Oui. Ça aurait même été... Propos de femme, je vous signale, mesdames. Pierre. C'est là qu'on voit que la féminité, la féminitude a ses limites. Ben là, propos de femme. Mais là, Pierre, parce que je comprends pas. Je veux dire, moi, je l'ai vécu, un proche dans le coma. Tu sais pas quand est-ce qu'il va revenir, tu t'épaules, je le sais pas. Je vois pas les propos de femme. C'est des propos de femme. Je en tout comprends cas, pas. continuons. Okay, mais non, c'est des propos de femme. Vous allez dans le même sens. Vous voguez en femme. C'est juste ça, mon point. Mais elle je dis était pas que c'est bon ou mauvais. Je dis que c'est des propos de femme. Tout ça. Il y a des propos masculins. Il y a des attitudes féminines. Je comprends pas. Là, je vous comprends pas du tout. Quand quelqu'un est dans le coma, il n'y a rien à comprendre. Je dis simplement que c'est des propos de femme. Ben oui, j'ai rien à comprendre là. Un conjoint dont la femme est dans le coma, comment il aurait réagi? C'est simplement une réaction de ma part. Je constate que vous tenez des propos de femme. Je comprends pas, Pierre. Il n'y a rien à comprendre. OK, c'est correct. On continue. On continue. Oui, on continue. Bon, fait que là, je vais passer des étapes dans le sens que, bon, il s'est réveillé au bout de 9 jours, attrape l'assez difficile, peut plus marcher. À quel hôpital l'assez difficile? Pardon? À quel hôpital a-t-il attrapé l'assez difficile? Sacré-Cœur. L'hôpital Sacré-Cœur, c'est où ça? Au nord de Montréal. L'hôpital Sacré-Cœur de Montréal? Oui. OK. Et ça a eu quoi comme conséquence? Qu'avez-vous observé? Bon, qu'est-ce que j'ai observé, c'est que, bon, on a mis mon père en isolement. Oui. On avait des mesures à prendre, c'est-à-dire mettre des gants pour lui toucher, mettre une jaquette, si on veut, là. Oui. Limiter les visites, naturellement, là. Oui. En gros, c'était ça, là. Je parlais de votre père. Oui. Je parlais pas pour vous, là. Ah, vous voulez dire par rapport à lui puis sa maladie? Oui. Non, le C difficile, c'est quoi ça? Ça a eu quoi comme impact? C'est quoi, tabarnouche? Écoutez, mon père avait à peu près 17 selles par jour. Pardon? 17 selles par jour. Dans sa couche ou... Oui, dans sa couche, là. Oui, parce qu'il était incontinent, nous avez-vous dit. Oui, il était rendu incontinent. Il était aux couches. Alors, 17 selles par jour, oui. Et c'est comme une diarrhée, si vous voulez, c'est très liquide. Oui. Dans son cas, c'était vert foncé et d'une odeur assez extrême, là. Oui. Et c'est ça. Donc, écoutez, là, faut le changer le plus souvent possible, ne pas laisser dans... Pour ceux qui ont des hauts le cœur, là, il faut que vous compreniez que le C difficile, c'est une diarrhée qui est mortelle. Oui. Et il n'y a pas juste une question de diarrhée. C'est ce que vient de décrire Mélanie. Et Mélanie, je pense que vous êtes la première publiquement à décrire ça a l'air de quoi quelqu'un qui a la chiasse de la diarrhée difficile. C'est la diarrhée, mais qui finit plus. Oui. Qui ne finit plus. Jusqu'à la mort. Et, oui. C'est bon. Et ça a duré combien de temps, le C difficile, la diarrhée que vous venez de décrire? À peu près? À peu près, là, 3 semaines. 3 semaines? Oui. Puis là, il était sur antibiotiques, naturellement, là. Oui. Puis à un moment donné, ça a commencé à diminuer, puis à diminuer. OK. Dans quel état ça l'a mis, ça, 3 semaines, à 17 selles par jour? Bon. De quoi qu'il avait l'air? Qu'avez-vous observé? Ce que j'ai observé, c'est que, comme ça, là, je voyais dans les yeux de mon père, de 1, de porter une couche, et de 2, de se faire changer 17 fois par jour. C'est à sa dignité, là. Comprends? Oui. Mon père parlait pas, mais je voyais qu'il rageait. Érythème fessier aussi. C'est-à-dire rougeur. Que c'est comme acide. Je sais pas comment je dis, je suis pas médecin, là. Non, qu'avez-vous observé? Avez-vous vu quelque chose? Érythème. Une rougeur. Oui, rougeur sur les fesses. Oui. Parce que l'érythème, la plupart comprennent pas ce que c'est. Un érythème, c'est rouge, c'est à vif. Oui. Comme un petit bébé, là, avec sa couche, là. À un moment donné, tu dis, ben là, je peux pas toujours lui laisser les fesses à l'air parce que là, il y a 17 selles par jour non plus, là. Mais en tout cas, là, c'est difficile, c'est pas drôle. Est-ce que c'est douloureux, là, c'est difficile? Je ne pense pas comme tel que c'est douloureux. Je pense que ça vient douloureux dans le sens où, comme tu t'en viens avec un érythème fessier, oui, ça devient inconfortable coucher sur le dos, t'es obligé de mettre sur le côté, puis avec l'urine, ça brûle. Bon, mais comme
tel, je pense pas que c'est douloureux. C'est plus le fait de... Je sais pas, vous êtes la première à nous décrire ça en ondes, et vous êtes la première que j'entends décrire ça publiquement. Bon, OK. On a réussi à parler, à tuer du monde, aller-retour avec ce microbe-là sans jamais dire. Est-ce que ça leur donne des coliques? Est-ce qu'ils ont mal au ventre? Non. J'ai jamais entendu mon père parler qu'il avait mal au ventre. Dans le cas de votre père, bon, OK, on y va un à la fois, là, parce que honnêtement, je le sais même pas. Ouais. Est-ce qu'il était capable de parler, votre père, après? Si j'étais capable de parler? Non, votre père, après l'opération au cerveau, quand il est tombé. Est-ce qu'il était capable de parler? Oui, il était capable de parler, mais je vous dirais que la voix était plus pareille. Si je fermais mes yeux, là, sa voix, c'était plus la même. La voix t'a changé? Il y avait plus d'émotion. Dans le sens que mon père, c'est un gars hyper sensible. Puis là, mettons, tu sais, quelqu'un pleurait devant lui ou me voir ma mère pleurer ou moi, il était comme froid. C'est comme si ça l'atteignait pas. Il y avait pas d'expression dans le visage. Mon père, des fois, tu te disais, OK, oui, il est lucide, mais il y a des fois qu'il partait sur des affaires qui étaient pas mal incohérentes. Il était confus partout. Mais ça se peut-tu qu'il se rendait même pas compte qu'il avait du mal au ventre, ou qu'il était pas capable de le dire? Oui, c'est pour ça que j'y vais. Exactement Janine, ça. bon point, on y va délicatement. Oui. C'est un cas, puis un cas très particulier. Absolument. Oui. Qui est hospitalisé, je vous rappellerai, à 48 ans pour une tumeur au cerveau. Oui. Alors, le C difficile, le microbe de la diarrhée, ne pogne pas que les petits vieux. Non, du tout. Il pogne tout groupe d'âge. Ben oui. Il n'y a pas d'âge pour pogner ça. Alors, oui. Alors, Mélanie? Oui. Vous savez, il ressort clairement quelque chose. Oui. Vous avez vécu une catastrophe humaine, une tragédie humaine. Oui. C'est ce que je me dis. Bon. Malgré que je ne suis pas toute seule à vivre ces enfants-là, là, mais je trouve ça dur. Mélanie. Oui. Mélanie. Oui. Vous avez vécu une tragédie humaine. Alors, non seulement votre père a eu une maladie, l'hôpital l'a presque rachevé. On est d'accord là-dessus? Ça l'a pas aidé, c'est sûr. Hein? Ça l'a pas aidé. Elle a rendu le spectacle drôlement désolant. Oui. Bon, parce que le C difficile, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un microbe cultivé en milieu hospitalier. Oui. C'est fourni gratuitement par beaucoup de centres hospitaliers au Québec. Oui. On est d'accord? Oui. On n'exagère pas jusque-là? Non. Bon. Alors, vous avez vécu une tragédie humaine pas à peu près, qui n'était pas chic. Vraiment pas chic. Non. Là, à vous écouter, là, je comprends pourquoi que vous avez laissé vos études. Oui. Bon. Okay, voilà. Là, ça fait 2 ans. Oui. Vous allez reprendre au mois de septembre? Oui. Depuis 2 ans, oui. Ça a évolué comment dans votre intérieur par rapport à cette tragédie-là? Pierre, on va revenir. Oui. On va revenir, d'accord? Oui. Mélanie, on vous revient pour clore ça le plus élégamment. C'est bon? Pierre, quand on a terminé l'intervention avec Mélanie, elle est toujours avec nous. Vous avez tantôt, là, vous avez dit que vous aviez compris pourquoi elle avait laissé sa session d'université dans le contexte qu'elle nous a expliqué. Là, c'est une vraie tragédie. Absolument. La concentration est difficile oui. parce que tout allait mal. En plus d'être malade, d'avoir une opération très sévère, là, l'hôpital le rend malade, le contamine avec un microbe parce que l'hôpital est sale. Alors, c'est impressionnant. Tout ça, là, ça devient, là, c'est rocambolesque. Oui, oui. C'est rocambolesque. Ouais. Alors, l'évolution, depuis 2 ans. Votre évolution à vous. Je dirais que, bon, c'est l'évolution. Bon, c'est sûr que je pleure à tous les jours. OK? Je pense à mon père à tous les jours. Mais mon problème là-dedans, c'est que oui, je pense à mon père à tous les jours, mais je pense toujours négativement. Dans le sens que je suis pas capable de me rappeler les beaux moments. Je me rappelle uniquement de quand il est mort à côté de moi. Ah oui. Vous avez été traumatisé par toute cette histoire-là. Ben là, j'en suis venue à la conclusion que oui. Ah oui, c'est traumatisé. Ah oui, c'est une tragédie. Je suis pas capable de... Ça a été pas chic, l'affaire, là. C'est comme si c'était arrivé hier. Alors, la boule... qualité de la relation avec votre mère dans un premier temps. Bien. Qualité de la relation avec la relation mère-fille avant que ça ne survienne. Enfance. Bon, regarde, pour vous faire un portrait, là. Oui. J'ai toujours été plus proche de mon père que de ma mère. Et ma sœur, parce que j'ai une sœur plus jeune que moi. Ouais. Ma sœur est plus proche de ma mère qu'elle était de mon père. Bon. Pourquoi je vous pose cette question-là? Pourquoi? J'en ai aucune espèce d'idée. Ben oui, voyons, Mélanie.
Pourquoi vous étiez plus proche de votre père? Parce que je m'entendais bien avec mon père. Pourquoi? Non. Pourquoi? Réponse pas bonne. Il y en a de meilleure. Trouvez-la. Parce que avec mon père, je pouvais parler de n'importe quoi. Ouais. Mon père savait... Puis écoute, je vous dis pas ça parce que c'est mon père, là. Mon père, c'est un homme cultivé. Il savait quoi? Il savait tout sur n'importe quel sujet politique. On pouvait parler des heures et des heures. Moi, je suis de nature curieuse et a toujours posé des questions. Mon père était capable de m'éclairer. Est-ce que votre père savait écouter? Oui. Mon père m'a toujours écouté. Avez-vous remarqué l'intonation de votre oui? C'est comme si je l'ai dit d'une manière assez... C'est comme si vous n'attendiez que je vous pose cette question. Pourquoi je vous ai posé ça? Je sais pas. Parce que moi, j'ai senti une forme d'enthousiasme, Pierre, de spontanéité. On l'a pas entendu pareil. Oui, j'ai entendu la même chose, Janine. Ben oui, je suis d'accord avec toi, on a entendu la même chose. On n'a pas entendu deux choses différentes. OK, parfait. Pourquoi je vous ai posé cette question-là? Ben pour ça, je sais pas. Je sais pas. Peut-être pour savoir pourquoi ça m'a tant affecté. Voyez-vous, est-ce qu'il est possible que votre père a été plus maternant avec vous que votre mère? Et ce qui vous manque le plus, suite au décès de votre père, c'est le maternage que vous n'avez pas reçu de votre mère? Non, parce que ma mère est tout le temps après donner des becs, puis se coller, puis Mélanie, s'inquiéter, puis dire... Mélanie, un enfant, un chien, un chat peut facilement faire ça. Mm-hmm. Un chien qui est toujours en train de vous licher. C'est plus la complicité que j'avais avec mon père, que je n'avais pas nécessairement avec ma mère. Qui a pris soin de l'autre depuis le décès de votre père? Si c'est dans le sens que si j'ai pris soin de ma mère ou ma mère a pris soin de moi? Moi? Je pourrais pas dire autant que j'ai pris soin d'elle qu'elle autant elle a pris soin de moi. Parce qu'elle est aussi dévastatée que moi. Fait que ça va mal encourager quelqu'un. Lequel des deux qui remonte l'autre? Le plus souvent? Je pense que ça serait plus... non, encore là, elle est aussi perdue que moi, je pense. Lequel des deux qui remonte plus l'autre? J'aurais peut-être tendance à dire que elle essaie de m'encourager. Lequel des deux qui remonte le plus l'autre? Elle. Faux. Je vous crois pas. Oui, parce que vous vous mentez à vous-même. Non, parce qu'elle dit que j'ai tout abandonné mes projets puis que je me laisse... Mélanie, vous êtes une universitaire. Vous n'êtes pas une deux de pique, là. Mais... ben là... Janine et moi, on n'est pas trop des deux de pique non plus, là. On se parle entre trois de pique, là. OK. OK, allez. OK. Pourquoi vous avez développé la relation privilégiée que vous avez développée avec votre père? Parce qu'il savait écouter. Si votre mère avait su écouter... Oui. Quelle aurait été la différence de relation avec votre père? Je sais pas. Peut-être peut-être que j'aurais pas eu de manque, peut-être. Ouais. Ou vous auriez exactement. Ouais. Pas fin ce que je viens de dire là, hein? Non, c'est pas faux. C'est faux. Parce que c'est toujours plus facile d'analyser les autres que soi-même. Oui, je suis d'accord avec vous, Mélanie. Je suis tout à fait d'accord. Parce que là, vous prenez d'autres tournures, là, je comprends. Alors... Mais Pierre... On va être prudent, Mélanie. Il m'apparaît dans votre intérêt d'être prudente face à votre mère. OK. OK? Si elle est dévastée, là, c'est son problème. Mm-hmm. OK? Mm-hmm. Vous avez votre vie à vivre et dorénavant, vous la vivez. Mm-hmm. Alors, si elle devient une épave, si elle demeure dévastée, c'est son problème. Correct? Okay. C'est pas fin ce que je dis là. Mm-hmm. N'est-ce pas? Mm-hmm. OK? Mm-hmm. Bye. Bye, Mélanie. Bye-bye. Puis avec le temps, Pierre, c'est rough là, comme intervention, mais avec le temps, dans 2-3 ans, ça va être beaucoup plus clair tout ça, je pense. Ça se peut-tu? En tout cas, elle part avec un avertissement. Si le dernier conseil que j'ai donné est respecté. Seulement si. Ouais. Mais dans 2-3 ans, est-ce que, pensez-vous, elle va voir beaucoup plus clair dans tout ça, là, la relation avec sa mère. C'est vrai que à l'occasion, je suis vraiment pas fin. Mais elle dit pas fou. Elle dit pas fou. OK.
Est-ce qu'on a... oui. C'est vraiment gratifiant de faire la tribune. Je n'en reviens pas, Janine. C'est gratifiant. C'est vraiment gratifiant de faire cette tribune-là. Il y a des appels, il y a des auditeurs et auditrices, Pierre, qui acceptent d'aller très loin parce qu'elle aurait pu, à la pause, pas celle-ci, la précédente, dire non, je continue pas, c'est trop rough. Parce que vous êtes entré dessus. Ah, comment ça se fait que tu as laissé l'université? Puis vous prenez deux femmes, des réactions de femmes. C'était picossant, là. Elle aurait pu ne pas vouloir poursuivre, puis elle a poursuivi l'exercice. Je suis convaincu qu'elle ne s'est jamais sentie picossée. Ben, elle a continué, absolument. Qu'est-ce que son père faisait avec? Compensait. Il compensait peut-être pour ce qu'il n'y avait pas de côté. Qu'est-ce que son père faisait? Il parlait, ils écoutaient, ils échangeaient. Non, il savait. Ouais. Il savait quoi? Écoutez. Moi, j'ai compris que c'était un partage. Qu'est-ce que j'ai fait avec elle? Les deux. C'est un partage. Je crois avoir écouté. Oui. Ce que sa mère n'a jamais fait. Prudence, les femmes. Vous n'êtes pas fortes sur l'écoute. On va compléter l'émission en compagnie de Philippe. Bonjour, Philippe. Bonjour, Madame Ross. Bonjour, Monsieur Mayou. Monsieur Philippe. Bonjour. Aujourd'hui, j'appelle pour parler de mon père. Oui. Bon, mon père a fondé 2 familles. Oui. Une première famille constituée de 4 enfants, 3 femmes aujourd'hui et 1 homme. Moi, je fais partie de la 2e famille. Attendez un peu, j'ai manqué la première. Comment vous me dites ça? Bon, je dis que mon père... Oui, a fondé 2 familles. A fondé 2 familles. Et? Bon, la première famille, constituée de 4 enfants. Oui. 3 femmes et 1 homme aujourd'hui. Ils sont adultes, excusez-moi, OK. Oui. Oui. Des enfants, 4 enfants, maintenant adultes. Exactement. 3 filles et 1 garçon. Oui. Aujourd'hui, moi, je fais partie de la 2e famille. Oui. J'ai 23 ans. J'ai une sœur de 21 ans. Oui. Et un frère que mon père a adopté parce que ma mère avait déjà un garçon. Oui. Mon frère est plus vieux que moi. Adopté de la 2e femme, de la 2e conjointe. Tout à fait. C'est exactement ça. Alors, vous avez un demi-frère. OK. Oui, c'est ça. Donc, et puis il y a, là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une couple d'années, je dirais environ 8 ans, j'ai une de mes demi-sœurs, donc de la première famille, qui m'a contacté, moi et ma sœur, pour me dire que mon père aurait fait des attouchements à elle et ses sœurs quand elle était plus jeune. Oui. Aïe, aïe. Bon, puis là, moi j'écoute son... Attendez, soyons prudents. Oui, parce que ça peut être des manœuvres aussi. Et il faut être prudent avec ces histoires-là. J'ai œuvré dans suffisamment de dossiers pour écouter l'histoire avant de... Allons-y, continuons. Écoutez, moi, face à ça, je reste craintif. Je dis pas que je la crois pas, mais je l'écoute quand même. Puis, elle me parle de ça. Puis bon, là, je dis, OK, c'est beau. Je la laisse là-dessus, puis je réfléchis là-dessus. Finalement, ma sœur finit par en parler à mon père. Mon père dit que c'est pas vrai, puis il dit que c'est une folle, blablabla. Puis moi, ma demi-sœur, je la connais, puis je la connais quand même assez bien. Puis je dirais que c'est une femme qui a de la tête, là. Elle a pas l'air d'une fille qui pourrait conter des histoires. Mais ça, bon, qui sait. C'est bien embêtant, ces histoires-là. Hein. Puis là, plus tard, je me suis rappelé, peut-être une couple de semaines plus tard, que je me rappelle que plus jeune, mon père, ma cousine dans l'auto. Mon père au volant, ma cousine à droite, puis il lui tripotait les genoux, il la chatouillait, puis ça lui faisait tellement plaisir, puis il arrêtait pas de lui chatouiller les genoux. Puis moi, là, je le voyais, là, j'étais jeune, là, mais je comprenais. Là. Quel âge avait la cousine? Elle avait environ 13 ans. Moi, j'avais peut-être 11 ans dans ce temps-là. Et puis là, je sentais... Les chatouillis avec les adolescentes. Oh yes, mon Philippe. Vous avez allumé sur le comportement des chatouilles. Puis il aimait ça, la chatouiller. Ça a duré combien de temps, la scène du chatouillage? Oh, ça pouvait durer, là, des fois, là, il arrêtait pas tout le long du trajet. Là, ça avait aucun bon sens. Ouais. Ça me faisait de la rage à l'intérieur, ça n'avait aucun bon sens. Ouais. Puis... c'est point bon signe, les chatouillis. Mais il y a une petite sœur, là, c'est ça, Philippe, vous nous appelez. Quel est l'impact? Là? Vous avez une sœur qui vit encore sous le même toit avec ce père-là? C'est ça. À l'origine, ma sœur... elle a 21 ans, là, c'est ça.
c'est ça, ma soeur vivait avec moi et mon père. Puis là, probablement, je me suis dit que, bon, ma demi-sœur, elle avait peur. Tu sais, elle a fini par faire sortir de quoi qui était peut-être resté caché. Et puis, là, finalement, je me suis rappelé aussi que ma sœur, à un moment donné, mon père avait loué des films porno avec moi et ma sœur. Et puis, il nous avait invités à venir dans sa chambre l'écouter, tu sais. Puis, attendez, allez pas trop vite. Des films porno. Oui, c'est ça. Qu'il vous avait invité, vous et votre sœur, à écouter. Quel âge aviez-vous à ce moment-là? Je dirais que moi, j'avais plus ou moins 9 ans, ma sœur 7 ans. Vous n'êtes pas sérieux? Je suis très sérieux. Et quel genre de film porno c'était? Vous souvenez-vous? Je pourrais même pas dire parce que je voulais pas l'écouter. Oh. Puis j'avais peur que ma sœur y aille, dans le fond, tu sais. Oh! Est-ce que votre sœur était allée? Il me semble que oui. Ce que je me rappelle, c'est que la porte avait resté ouverte, mais moi, ça m'intéressait pas. Je voulais pas rien savoir de ça. Mais comment vous pouvez savoir que c'était des films porno? Ben, on était allé au club vidéo avec lui, j'avais loué devant nous, là. Donc, c'était des films porno. Et, attendez un peu, et vous aviez vu quoi sur la cassette? Vous souvenez-vous? Qu'est-ce que vous vous souvenez précisément? Ça, je me rappelle pas, mais je me rappelle, il a mis la cassette dans le tape, puis j'ai vu pendant que... je l'ai vu, là, l'image à la télé, là, que c'était un film porno, là. Quelle image avez-vous vue? Ben, des femmes nues, là, puis ça se branlait, puis tout le kit, là. Ça se branlait? Ben, il y avait des rapports sexuels, là. C'est-à-dire? Ben, rappelez-vous, attendez un peu, faites attention, Philippe, ma question est importante. Oui. Et c'est pas pour m'exciter sexuellement, là. C'est, je veux que vous nous disiez, que vous nous décriviez le souvenir le plus exact possible, qui vous amène à conclure que c'était des films porno. OK. De ce que je me rappelle, c'était un film assez straight, OK. Dans le style, c'était un homme qui avait un rapport sexuel avec une femme. Et puis, ils étaient nus. C'est l'image qui vous est restée. C'est clair dans votre souvenir? Ah oui. Bon, OK. C'est ça que je voulais savoir. Alors, OK. On ne pourra pas aller plus loin. Mais Philippe, oui. Si vous pouvez rappeler vendredi prochain en priorité, Janine, on pourrait le mettre, parce que c'est vraiment important, Philippe, votre histoire. Oui, j'ai beaucoup de choses à dire d'ailleurs. Oui, rappelez, mais au début de l'après-midi, d'accord? Parfait, on va tout... Oui, s'il vous plaît. Merci. Je garde ça vendredi. Philippe, je tourne mon coin de... Parce qu'il y a des aïe. Non. Ça a ravivé quelque chose de la demi-sœur. Merci Jean-Christophe, merci Muriel. Oui. Bon week-end tout le monde. Oui.